Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, cette édition littérature qui sera consacrée à Tempest Breaker, donc le troisième audiodrama de la Haute République. Ici Francis en direct de Québec et comme à notre habitude de ces temps-ci pour les littératures, on retrouve John Sparrow, Jean en direct de Vancouver. Ça va bien, Jean? Salut Francis, salut à tous, salut à toutes, ça va super. Et écoute, on retrouve aussi notre consultant externe, donc Philippe en direct de. Là, j'essaie de me souvenir, c'est-tu Bordeaux ou il me semble que c'est dans le sud? Oui, dans les Landes, voilà. OK, bon, bienvenue Philippe. Saint-Paul-et-Dax. Merci de l'invitation, c'est ça exactement, bienvenue. Merci encore. On est voisins, il faut le savoir, moi j'étais dans les Pyrénées-Atlantiques aussi, donc pas très loin de chez toi. Ouais, on est un peu plus éloigné maintenant. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Excellent. Écoute, avant d'aller plus loin, on va saluer l'équipe de Star Wars Littérature Québec. Si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à rejoindre le groupe Facebook, à écouter leur podcast à eux aussi, un peu plus consacré en général sur les œuvres légendes. Mais venez discuter là, de canon, légende, encyclopédie, comics, bref, c'est tout ce que vous pouvez imaginer côté littérature Star Wars, que vous soyez du Québec ou non. Ensuite, si on y allait avec un petit WhatsApp rapide, allons-y avec notre invité. Philippe, un petit WhatsApp? Alors, un petit WhatsApp Star Wars, donc des Lego. Voilà, que vous pouvez voir à côté que j'ai monté avec beaucoup de passion. Star Wars, et puis je rattrape les comics en fait que j'ai en cours, voilà. Puis je suis grâce à Jean tombé dans la Lourna Fanzouz en fait, puisque j'ai rattrapé mon retard avec Tempest Runner aussi, voilà, que j'avais loupé et qui m'a fait aimer le personnage de Lourna-Dee que je n'aimais pas du tout. Donc voilà. Mais voilà. Ouais, je fais mon coming out. J'aime Lourna-Dee maintenant. Écoute, c'est ça, on va voir si c'est notre cas à tous les trois à la fin de l'émission. Et est-ce que pour monter ton R2D2, là, est-ce que tu l'as fait en écoutant l'émission de Seb et Julien et Fabien à l'époque, là, qui avait fait une émission de, je crois, 4 ou 5 heures là, qui montait sur le Lego. Alors non, je n'avais pas connaissance de cette émission, mais j'irai rattraper. Et en tout cas, il faut bien faire attention en le montant parce que tu peux le monter à l'envers. Je crois que c'est ce qui leur était arrivé, effectivement. Mais c'était une émission extra. Je pense que c'est même le record dans les émissions de Star Wars en direct. Si c'est pas la plus longue, c'est vraiment pas loin. Je pense que c'est ça, on est entre 4 et 5 heures. Mais c'est une émission justement où est-ce qu'ils vont aborder plein d'anecdotes, tout ça. Fait qu'on apprend toutes sortes de petites choses intéressantes là, pendant le montage de ce Lego-là. C'est vraiment Sébastien qui le fait tout seul. Et il me semble que c'est ça. Il a fait au moins Fabien. Il me semble qu'il y avait Julien aussi qui font un peu de l'animation à côté là, en même temps, puis qui déconcentrent Sébastien, qui lui font faire des erreurs là, dans son montage. Je me demande si Sébastien, il ne montait pas avec les pièces Lego, tu sais, il voulait que les logos Lego sur toutes les pièces soient au même. Oui. Je crois que c'est ça, non? Ouais, Sébastien, c'est un fanatique à ce point-là, de mettre le logo les lettres Lego là, toutes dans le même sens. Attends, je vérifie le mien, mais non, j'ai pas fait comme Sébastien. Excellent. De ton côté, Jean, un petit WhatsApp Star Wars? Oui, toujours. Comme Philippe, rattrapage littérature. Là, j'attends avec impatience. Alors, on en discutait vite fait sur notre discussion privée là, avec Loïc. J'attends avec impatience le 4e numéro du comics Ewok. Parce qu'en fait, les 3 premiers là, que j'ai rattrapés récemment, ils sont pas si mal que ça. En fait, on sautait un peu de la gueule cette mini-série en 4. En fait, c'est pas non. Moi, depuis le début, je te dis, au moins d'un point de vue pour les yeux. Pour les yeux, je te le dis, c'est un chef-d'œuvre depuis le début. Puis là, les premières images que j'ai vues du dernier numéro qui sort cette semaine, j'ai été un peu déçu. J'ai hâte de voir. Je me demande s'ils n'ont pas changé de dessinateur. Donc, oui, c'est gentil. Non, on n'est pas jusqu'à avoir gentil sur les Ewoks. C'est 2 dessinateurs que je connaissais pas. De toute façon, là, toute l'équipe créative, moi, je la connaissais pas. On en parlera quand on fera la chronique. En tout cas, il y a un Gorax, donc moi, ça me fait plaisir, référence au téléfilm. Et voilà, donc hâte de lire ce numéro-là. Excellent. J'étais un peu comme vous. Moi, de mon côté, écoute, on va y aller avec du très local. Je fais ce WhatsApp-là une fois par année, mais c'est ça, ici, on recrée un peu... c'est comme un cosplay, mais grandeur nationale, où est-ce qu'on recrée l'événement que les rebelles construisent leur base sur Hoth. Donc, voilà, je viens de passer 4 heures à pelleter avec des rafales de vent, je ne sais pas combien de kilomètres heure, mais bref, je peux vous dire qu'il ventait pas à peu près. Et la neige que je soufflais avec la souffleuse me revenait toute dans le visage.
À un moment donné, j'avais le cerveau gelé. Donc, bref, voilà, ici à Québec, là, c'est pas mal le climat de hot en ce moment. Fait que c'est ça un climat pour rester à l'intérieur, bien au chaud. Ouais, t'es en condition, là. Condition Star Wars. Ouais, exact. Si je te demandais, Jean, qu'est-ce qu'on avait en émission récente pour les auditeurs? Oui, mais récemment, niveau littérature, hein, nous on n'arrête jamais. Hein. La dernière critique, c'était le comics Star Wars tome 8, que nous avions fait ensemble, donc. Ainsi que récemment, la Skeleton Crew est arrivée à sa fin, donc avec la critique de l'épisode 8 par Sylvain et Sébastien, donc une type internationale, half québécois, half française. Donc ils nous donnent leurs avis sur le dernier épisode et sur la série Skeleton Crew. D'ailleurs, qu'on a tous terminé, vous avez bien kiffé cette série ou comment? Oui. Je comprends, pas des critiques, là, mais il y a eu quelques commentaires on aurait aimé de quoi un peu plus épique pour la fin. Je comprends, mais somme toute, ouais, quand même une bien appréciée mission accomplie, je trouve. Et toi, Philippe, pour cette série-là. Moi, j'en attendais rien et j'étais hyper surpris positivement. J'ai adoré du début à la fin. Voilà. Et oui, je faisais partie des gens qui disaient que j'aurais bien voulu avoir une fin un peu plus épique, mais après je comprends que ça se finisse comme ça et je trouve que c'est une bonne fin, pas forcément de saison 2. Voilà. Je suis pas mais j'ai bien aimé, ouais. Qui s'arrête là, ouais. Et c'est marrant, hein, seul Francis était le seul de l'équipe et de tout le monde, j'ai l'impression, à ne pas dire j'entendais rien et j'étais agréablement surpris, quoi. Comment dire, tout dépend de quand dans la chronologie. Là. Mais à partir du moment où on s'est mis à avoir des publicités, télé, là, vidéo, là, effectivement, mes attentes ont commencé à grossir. Mais évidemment, si tu remontes à il y a un an, on nous dit une série pour les enfants. En plus, tu repenses à l'échec total que ça a été de la reprise de Willow, là. La série télé sur Willow. Bon, ben c'est ça, c'était un peu inquiétant, mais c'est ça. Plus récemment, dès qu'il s'est mis à avoir des publicités, j'ai fait « Ah, OK, ouais, ça s'annonce quand même bien. » Puis écoute, au final, là, c'est ça. Ne serait-ce que visuellement, ils ont vraiment rattrapé le coup versus, par exemple, les critiques qu'on avait sur Acolyte, même Obi-Wan, visuellement, là, il y a quand même quelques critiques. Là. Donc, voilà. Et juste, si on peut conseiller d'aller écouter la bande-son qui est faite par Mike Giacchino, en fait, qui est le fils du compositeur Michael Giacchino, et qui est vraiment génial. La bande-son, elle est incroyable. Voilà. Puis, sais-tu si il est à la hauteur de son papa, hein, parce que c'est lui qui avait fait celle de Rogue One, si je me souviens bien, une de mes préférées. Moi, je la trouve meilleure que celle de Rogue One, tu vois, c'est pour te dire. Ah ouais, moi aussi. Ah oui, mais c'est une des bandes son que j'écoute en boucle en ce moment. C'est vraiment le thème principal, il est énorme de toute façon. OK, je vais aller l'écouter à ce moment-là. Excellent. Écoutez, à ce moment-là, on passe en hyperespace puis on attaque le sujet du jour. C'est parti. 1, 2, 3, go. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. De retour de l'hyperespace. Donc, comme je disais en intro, on est là pour parler de Tempest Breaker. Si je te demandais, Philippe, est-ce que tu pourrais nous faire la lecture du synopsis? Allez, c'est parti. Lournadi n'est pas une vilaine, ce n'est pas une héroïne, c'est une survivante. L'ancienne maître Tempête, recherchée à la fois par ses alliés Nahil et la République, a échappé à l'emprisonnement et à la mort des deux côtés plus de fois qu'elle ne peut les compter. Mais même Lourna ne peut échapper au mystérieux fléau qui dévore tout là où il apparaît. Et Mark Chionro, l'œil des Nahil, a annoncé qu'il était le seul à connaître le moyen de l'arrêter. Désespérés, la République et les Jedi se tournent vers Lourna avec une proposition. Aider les Jedi à stopper le fléau et en échange, Lourna pourra redémarrer une nouvelle vie et décider de son propre avenir. Faisant équipe avec Avar Kriss et Keef Tyrannis, les mêmes Jedi qui la traquèrent autrefois, Lourna recherche le scientifique des Nahil, le baron Boulan, le seul être susceptible de détenir des réponses sur le mystère du fléau et de connaître les plans secrets de Mark Chionro. Tandis que Lourna lutte contre son propre instinct de survie en pensant à l'offre de liberté promise par la République, son équipe s'enfonce plus profondément en territoire Nahil, droit vers les mêmes dangers que Lourna a passé tant de temps à fuir. Mais lorsque l'occasion se présente d'éliminer Mark Chionro en personne, Lourna dit elle-même pourrait être prête à tout sacrifier pour accomplir sa vengeance. Tadam! Pam, pam, pam. Excellent, merci. Merci, Philippe. Si on passe les specs rapidement, donc c'est un audiodrama par Cavan Scott.
un habitué de la littérature Star Wars, qui était très comics, mais que c'est ça, là, depuis la Haute République, nous fait quand même des romans. En fait, il avait fait des romans jeunesse aussi, mais c'est ça. Il est rendu dans les romans adultes. Et c'est son deuxième audiodrama. C'est lui qui avait fait Tempest Runner. Donc, ça remonte à la première phase là, de la Haute République. Ensuite, je crois que le deuxième, par contre, c'était pas lui. Hein, c'était George Mann qui avait fait la bataille de Jeddah. Donc, c'est chez Del Rey, Random House World. Dans ce cas-ci, c'est un audiodrama, pour rappeler aux gens qui n'auraient pas suivi. Ce n'est pas un audiobook. L'audiodrama, c'est vraiment un peu comme une pièce de théâtre avec tout un cast là, complet. Là, donc, chaque personnage a son acteur qui fait une voix. Et il y a quand même une version script. Comme vous voyez, là, j'ai la version française de la bataille de Jeddah, donc celui de la phase 2. Le script en anglais est prévu pour sortir le 13 mai, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc, pas encore sorti. On va espérer qu'il soit traduit éventuellement. Comment dire, c'est ça. Ça a été un peu. C'était la première fois, en fait, dans le cas, c'était le premier audiodrama, la bataille de Jeddah, que Pocket publiait. Donc, le premier Tempest Runner. Il avait été vraiment traduit. Il y avait vraiment eu un audiodrama en français complètement. Je crois que le succès commercial n'était pas au rendez-vous. Fait que c'est pour ça là, que le deuxième n'était pas prévu et qu'au final, ils se sont, face à beaucoup de demandes de lecteurs, ils se sont convaincus de publier le script traduit, qui est une très bonne chose. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Sinon, c'est une durée de 6h07, là, ce qui est quand même assez rapide là, versus un audiobook là, de plusieurs romans. La chronologie, on est en moins 228. Donc, on est évidemment, c'est la période de la phase 3 qui avance. Et le tout pour un 17$ canadien. Oui, c'est ça en canadien. Pour l'audiobook, là, je ne sais pas ça va être combien pour le script, là, une fois qu'il va être traduit. Et sorti en français, on n'a pas de date encore. Mais comme je disais, on ne sait même pas en fait s'il va être publié en français, mais on le souhaite. Écoute, et on salue Lucille qui nous écoute apparemment, donc Lucille de chez Pocket. Donc, s'il te plaît, Lucille, traduis-nous le script de Tempest Breaker. Moi, j'adore l'avoir en format physique comme ça. Justement, j'ai contacté Lucille pour une éventuelle sortie française, une fourchette de sortie. Et alors, techniquement, elle nous a dit que le programme n'est pas encore arrêté jusqu'à publier ce bouquin-là. Mais elle a pour objectif de le faire au moins en script. Voilà. On aura au moins le script, mais peut-être pas en 2025. Quoi. Alors bon, elle n'a pas donné de date, rien du tout. Ouais, parce que là, on a déjà 3 annonces, 3 prévues pour 2025 et je crois que le plus loin dans le temps, c'est le mois d'août. Là. Fait qu'il reste peut-être 2 ou 3 autres possibilités là, pour la fin de l'année. Puis, par exemple, le livre adulte de la phase 3, qui est Temptation of the Force. Je me souviens plus si en français c'est au singulier ou au pluriel, là, la tentation ou les tentations de la force. Et bref, lui, c'est un des premiers, là, prévu comme en février ou mars, je vérifie. Il a été repoussé, il était prévu pour fin janvier, il était repoussé pour début février. Donc là, il va sortir quasiment en même temps que cette émission. Bientôt, ouais. Après ça, ça va être le roman jeune adulte que vous avez critiqué ensemble, là, messieurs, cet automne. Et c'est quoi déjà, le Fear of the Nameless ou les larmes les Tears of the Nameless, les larmes de Nameless. Et c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, c'est pour ça qu'en 2025, j'ai quand même un petit doute. Là. J'ai l'impression que pour la traduction de Tempest Breaker, ça va aller à 2026. Donc, voilà pour les specs. On va faire comme d'habitude, on va faire une première partie sans spoil. Donc, inquiétez-vous pas ceux qui ont peur d'être divulgachés. Si je vous demandais, messieurs, votre appréciation en général, en faisant attention justement de rien dévoiler. Vas-y, commence. Moi j'ai vraiment beaucoup apprécié l'audiodrama. Tu disais que c'était pour moi c'est plutôt une série sans les images en fait, tellement je trouvais qu'on était immergé en fait dans l'ambiance. C'est un audiodrama de très grande qualité, mais comme les précédents, je trouve. Côté histoire, j'ai trouvé que ça démarrait un peu lentement. Il m'a fallu, il faut, je pense, une bonne heure et demie sur les 6 heures. Ça fait quand même pas mal avant que ça, enfin à mon sens, avant que ça démarre vraiment.
Et en fait, à partir de la moitié de la partie 2 et jusqu'à la partie 8, après, c'est non-stop. J'ai vraiment adoré. Je trouve que c'est essentiel pour bien comprendre en fait les éléments de la phase 3. Et ça serait dommage que ça soit pas traduit en français parce qu'effectivement, on apprend beaucoup de choses en fait, et ça fait même, même si on parlera sans doute de la fin tout à l'heure en partie spoil, ça fait quand même avancer les choses. On en apprend plus sur cette personnage de Lornadi qui pour moi, c'était quelqu'un que j'appréciais pas forcément. Mais après l'écoute des 2 audiodramas, j'ai changé complètement mon point de vue en fait sur le perso. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié. Et pour souligner les acteurs. Est-ce que tu lis les comics Oui, je lis les comics. Il me manque le dernier numéro. C'est pour ça qu'on en discutait tout à l'heure. Il me manque le dernier numéro. Oui, j'ai lu les comics que j'ai pas forcément apprécié. On en avait parlé avec Jean déjà un petit peu parce que j'ai trouvé que ça apportait pas grand chose. Mais quand on commence par le premier audiodrama, qu'on lit les comics et qu'on finit avec cet audiodrama, je trouve qu'il y a vraiment une boucle en fait qui fait sens et qui est vraiment très intéressante. Excellent. De ton côté, Jean? Mais voilà, pour souligner ce que tu disais, il faut savoir que c'est donc le deuxième audiodrama qui suit le premier, mais techniquement, il suit aussi le comics, donc les 2 tomes. On a fait une critique du premier tome de la Haute République phase 3, qui est sorti chez Panini Comics, et donc le tome 2 est prévu pour mars, si je dis pas de bêtises, selon le site de Panini, donc on n'est pas très sûr. Hein. Mais voilà, et en fait, techniquement, cet audiodrama-là prend directement la suite du tome 2 du comics, donc ça fait un peu micmac, quoi. Donc faut te faire le premier audiodrama, les 2 tomes de comics, et ensuite t'écouter ce deuxième audiodrama, quoi. Donc c'est un peu complexe, quoi, pour suivre, on va dire. Mais ouais, écoute, avant ça, j'ai envie de revenir sur Cavan Scott. Moi, Cavan Scott, c'est un auteur que j'adore et que je vais continuer d'adorer après l'écoute de ce audiodrama-là, parce que je crois que c'est le seul auteur de la Haute République et de Star Wars en général qui m'a jamais déçu, en fait. Mais jamais, quoi. Alors, tu mentionnais Tempest Runner, donc le premier audiodrama qu'il a écrit, mais il a aussi fait Doku Jedi Lost, un audiodrama qui était excellent aussi et dont tu n'arrêtes pas de noter les mérites. J'aimerais beaucoup avoir une version française. Ouais. Je l'ai écouté sur vos conseils et je confirme, c'est génial. Ouais. C'est génial. Il avait fait aussi une série je le répète à chaque fois, mais j'adore cette série de petits romans jeunesse qui faisait un peu Skeleton Crew avant Skeleton Crew, quoi. Ouais, c'est vrai. Qui suivait des jeunes. C'est la famille Graff en plus, tu as vu, ils bâtissaient déjà la Haute République avant que la Haute République soit annoncée. C'est 7 petits romans jeunesse, c'est super sympa. Donc tout ce qu'il fait, c'est génial. Tous les comics qu'il fait, moi, la Haute République, depuis le tome 1 de la phase 1, je suis conquis, j'adore ces comics-là, et en plus, il est bien accompagné. Enfin, il est souvent bien accompagné, hein, parfois non, mais souvent avec Anendito, c'est ça, ce dessinateur principal. Ouais. Donc j'aime beaucoup. Et donc, tu disais, donc, audiodrama, moi, ce qui surprend déjà, c'est la qualité des voice acteurs. Alors, c'est des acteurs, hein, des voice acteurs. Incroyable. Voilà. Donc, j'avais envie, si tu me permets, Francis, de revenir sur certains d'entre eux parce que y en a certains ils font tous un travail énorme. Ils sont tous parfaits, il n'y a pas de souci. Mais on va souligner quand même, évidemment, Mark Thompson, qui est le narrateur le plus prolifique. Le GOAT. Voilà, c'est lui qui fait le plus de nombre d'audiobooks. Alors à la base, c'est des acteurs qui font beaucoup de narration Star Wars, quasiment tous font de la narration Star Wars. Donc Mark Thompson, évidemment, qui fait Skir, Boulan et Mark Yonro. Donc c'est 3 voix, c'est le seul à faire autant de voix. Et c'est les mêmes voix, si tu as écouté des audiobooks précédents, même des books, hein, juste des books, c'est que Mark Thompson narre, du coup. C'est exactement les mêmes voix des audiobooks, donc il n'y a pas de changement de ça. Et c'est des voix excellentes et iconiques maintenant. Si Mark Yonro, ils font en live action, il faut qu'il ait cette voix-là, quoi. Sinon, ça sera un problème. Ouais, je me souviens plus dans lequel. Il y en a un que Mark Yonro avait vraiment une voix différente, mais je pense que c'était pas jeunesse, là, mais jeune adulte, tu sais, qui avait pas de musique, puis qui était traduit par une femme. Peut-être Decide the Storm, non? Peut-être narré par une femme. Là, comme Out of the Shadow ou un de ceux-là. Dans les C'est vrai que souvent les young adultes étaient narrés par des femmes en plus, mais effectivement. Et d'ailleurs, j'aimerais tellement voir, parce que Mark Thompson, il s'est déchaîné notamment, on en parlera pour Skir dans cet audiodrama-là. Clair. Et j'aimerais beaucoup le voir faire ces sessions d'enregistrement, là, parce qu'il est déchaîné, tellement que parfois, alors voilà, ici il y a quelques petits points négatifs de cet audiodrama, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y a le fait que Skir, parfois, il en fait tellement des caisses, qu'à l'écoute, c'est désagréable, on va dire. Faut baisser le son, ouais. Faut baisser le son, exactement. Après, t'avais qui t'avais. Alors là, je name drop là. T'as Jessica Almasi qui fait Lournadi. Alors pareil, elle, mais c'est génial. Énorme. Ouais, t'as beaucoup aimé aussi la voix, mais c'est une voix pareil iconique, quoi. C'est génial. Elle faisait dans le elle a narré quelques audiobooks jeunesse et elle faisait aussi les William Shakespeare. Tu sais, ils ont des
versions, je les ai jamais lus, ceux-là, des William Shakespeare Star Wars. Donc je crois que les 6 ou 9 films qui ont été faits en version Shakespeare avec un phrasé à la Shakespeare, tu vois. Je sais pas si vous en avez entendu parler de ces bouquins-là. Pas jamais, non. J'apprends un truc là. Après, tu as Jonathan Davis, qui est aussi le deuxième narrateur après Mark Thompson, qui fait un petit rôle, lui, par contre. Il y a January Lavoie, qui est par contre là, January Lavoie, c'est la Mark Thompson féminin, on va dire, qui fait énormément d'audiobook Star Wars, qui, elle fait Muglan. Alors, Muglan, on verra, c'est un peu l'antagoniste de ce bouquin-là. C'est un personnage qui avait pas beaucoup d'apparitions dans les œuvres précédentes, et là, par contre, elle est vraiment mise en avant, c'est super cool. Ouais. Et voilà, donc en gros, il y a ça. Alors, il y a pareil, il y a une actrice qui joue un enfant, alors l'enfant Yacombe, qu'on voyait dans le comics, donc c'est Yacombe, on en parlera plus tard, c'est une espèce de secte religieuse à la Jedi. Et c'est un personnage muet, donc c'est drôle d'avoir un voice acteur, une actrice faisant le. Ouais, ben, ça, on en reparlera un petit peu en section spoilers, là, mais effectivement, je serais curieux d'avoir votre avis. Là, j'ai été un petit peu surpris par ce personnage-là. Voilà, bon, en tout cas, voice cast, parfait, il n'y a pas de souci. La cover artist, j'avais envie de mentionner en une phrase, elle s'appelle Katerina Belikova, qui a fait les covers des 2 audiodramas, de Tempest Runner et Tempest Breaker, et également des versions script, vu que c'est quasiment les mêmes en mode agrandi. C'est encore plus belle en version script, les couvertures. Et donc, c'est une artiste ukrainienne, donc c'est sympa de le noter, donc très très cool, superbe couverture aussi. Et voilà. Et après, pour aller plus dans l'audiodrama en détail, il faut savoir que l'audiodrama, c'est peut-être le format littérature, entre guillemets, que j'aime le plus, vraiment. On en avait déjà parlé avec Francis, mais j'adore, ce que tu disais, Francis, ce côté film ou série que tu écoutes, quoi. C'est vraiment ça. Ou pièce de théâtre que tu écoutes, quoi, avec la musique, le son. Je sais qu'il y en a qui écoutent les audiobooks, mais qui lisent en même temps, puis qui l'écoutent en même temps, des fois parce que leur anglais n'est pas parfait. Donc là, effectivement, quand vient le temps d'un audiodrama où est-ce que tu n'as pas la version écrite, là, c'est sûr qu'il peut y avoir un petit défi. Ouais. En tout cas, mais j'ai trouvé que c'était bien compréhensible quand même. Enfin, j'ai pas un niveau d'anglais exceptionnel et je trouve que, ils font quand même un gros travail de diction en fait pour que tu comprennes bien Skiers excepté à certains moments, mais sinon c'est quand même, voilà, c'est joué en fait, mais en prenant soin à bien faire attention à comment c'est prononcé. Enfin, c'est vrai. Oui, il n'y a pas de souci de compréhension si on est un peu doué en anglais. Et là, donc, tu disais, c'est 6 heures. Donc, 6 heures, c'est plus court qu'un audiobook. Et moi, j'ai trouvé, alors tu vois, contrairement à toi, Flip, moi, j'ai trouvé que ça commençait direct. Tu disais 1h30 avant que ça commence, je sais pas. J'ai trouvé que c'était 6 heures. C'était un ride, un page turner, enfin, vraiment lettre, tu vois. Ça s'arrêtait pas. C'est 6 heures, il n'y a pas de ventre mou, on est à fond tout du long. C'est pour ça que j'aime ce format en particulier, c'est que c'est vraiment. T'as pas des passages où tu t'ennuies un petit peu comme dans les audiobooks, t'as parfois le ventre mou au milieu du bouquin qui te fatigue un petit peu. Là, pas du tout, quoi. Pour moi, c'est sûr que c'est fait pour le format. Ouais. Je précise, en fait, quand je te dis que c'est pas que je me suis ennuyé, c'est que effectivement, comparé en fait à ce qui se passe à partir de la partie 3, la partie 1 et 2, c'est un peu, voilà, j'ai moins trouvé mon compte. Mais parce que c'est dans la surenchère, quoi. Ça va jusqu'au bout, en fait, sans s'arrêter. Et c'est vrai que tu parles justement des 2 premières parties. On le verra, pareil, un audiodrama, c'est segmenté comme en scène, en pièce de théâtre, en parties, quoi. Donc là, il y a 8 parties, et les 2 premières, c'est un peu des rappels de toutes les œuvres précédentes, on va dire. C'est ça. Donc les comics, le précédent audiodrama, les aventures de Lourna avant ce qui se passe à partir la nouveauté, c'est à partir de la partie 3 à 4, on va dire. Lournadi, c'est le personnage de la Haute République pour moi à retenir. Enfin, c'est mon personnage préféré en tout cas depuis le début. J'adore ce personnage, mais un tout de fou, je sais pas pourquoi. J'ai ce côté. Alors oui, c'est une antagoniste, alors iconique, au même titre que Mark Yandro. Quand on nommera les antagonistes iconiques de Star Wars, t'as évidemment les Thrawn et les Vador, mais t'as aussi Mark Yandro et Lournadi. Pour moi, ça sera vraiment. Il en échappe, je sais pas quoi. J'ai fait tomber le téléphone tellement elle m'a subjugué. En plus, là, voilà, on la suit vraiment d'un audiodrama à l'autre, de son enfance, de toute sa vie jusqu'à on le verra plus tard, peut-être un changement de paradigme là en fin d'audiodrama, donc super. Et toutes ces relations, que ça soit alors avec on verra la relation Lourna Queen, la Queen, donc c'est une personnage qu'on voyait déjà dans le précédent audiodrama, c'est un petit peu son love interest, on va dire. Lourna Mark Yandro, évidemment, la relation est
excellentissime et très bien développée dans ce bouquin-là. Lourna Kiv, donc il y a une relation qui se crée déjà dans le comics et qui continue ici, je la trouve excellente, j'adore ces deux personnages. Lourna Muglan aussi, on va avec Muglan, donc la fameuse antagoniste, elle m'a beaucoup plu aussi, et même la relation, j'ai noté ça, Lourna, parce que c'est un peu intimidant dans le récit, c'est vraiment des remises en question, et je trouve ça excellent, quoi, justement. Mais t'as Lourna Avar aussi, hein, quelque part, dans le livre, hein, parce que les deux... Bon, oui, en plus, pas les mains dans la main, sans mauvais jeu de mots. Voilà, ils ont un passé plutôt tumultueux, effectivement. Et là, c'est ça. Bien, quoi. Donc, il y a une évolution énorme de ce personnage. Donc, évidemment, c'est juste parfait de la suivre jusqu'au bout. Qu'est-ce que j'ai noté en plus? Alors, 2-3 trucs qui m'ont déçu, ça va être vite fait, mais il y a un passage, on en parlera en partie spoiler à la toute fin, qui m'a vraiment, vraiment pas plu. Mais vraiment, c'est vraiment la fin, quoi. Donc là, on peut vraiment pas spoiler, je vous en parlerai, vous verrez. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais... et il y avait quoi d'autre? Ah oui, voilà, alors il y a une romance dans l'audiodrama. Donc ça, évidemment. J'ai pensé à toi, ouais. Même si j'aurais aimé qu'elle finisse de manière un peu plus tragique. Ouais, si tu te rappelles, moi j'adore les romances qui finissent mal, tu vois. Moi, Juliette, j'adore. Et là, à la Shakespeare, quoi. Voilà, Shakespeare, exactement. Là, c'est un peu trop happy end, mais bon, ça fait plaisir. Ouais, attention pour tomber des spoilers. Voilà, pardon. Et alors, pour revenir sur Cavan Scott, alors son écriture est juste parfaite. Les cliffhangers en fin de partie, c'est le maître des cliffhangers, le gars, que ce soit en comics ou en roman, ses fins de chapitre, c'était pareil pour Rising Storm. Là, toutes ces fins de chapitre, toutes ces fins de partie, c'est génial. T'es là, oh là là, trop bien, j'ai hâte de la suivante. C'est vraiment un cliffhanger à chaque fois. Et je trouve les dialogues, de toute façon, ça constitue 100% de l'audiodrama. Il n'y a que des dialogues, il n'y a aucune description, rien. C'est le principe de l'audiodrama. C'est extrêmement bien écrit. J'ai trouvé, il n'y a aucune blague lourde. Pourtant, il y a un personnage comique, tu le disais, c'est Tai Sirek, Tai Erek. J'ai plus son nom de famille. Tai, quoi. C'est Tai Sirek. Tai Sirek, voilà. Donc lui, c'est un peu le comique du groupe, mais c'est des blagues fines. Il y a des grosses punchlines, ouais. Voilà, c'est pas lourd. C'est pareil. Alors Lourna, c'est encore au-dessus, quoi. Elle a un ton ultra sassy. Elle envoie des vents, des fions à tout le monde. J'adore ce personnage. Donc très très bien écrit par Cavan Scott. Et voilà. Et donc big up à lui. Et voilà, on va finir sur ça. J'ai encore excellent. Écoute, je crois partager ta déception de la fin, ou en tout cas d'un moment de la fin. Moi, je dirais, je ne veux pas répéter ce que vous avez déjà dit, mais vous avez beaucoup encensé l'aspect audio. Moi, j'ai aucun reproche à faire au cast, la qualité, tout ça. Par contre, le personnage, là, on regroupe Skier, très présent, et Lourna, excessivement présente, parce que c'est vraiment l'audio drama tourne autour d'elle, autant, voire même plus que Tempest Runner il y a 2 ans. Là. Donc, et j'ai eu beaucoup de mal, encore plus avec la voix de Lournadi que Skier. Skier, bon, c'est des mimiques, là, on étire les S là, pour sonner comme un reptile, là, comme on a le chasseur de primes préféré, j'oublie son nom. Ah, le chasseur de primes, oui. Oui, on le connaît tous, on l'a tous, mais on a oublié. Ouais, l'Empire contre-attaque, là. Ouais. Bossk, voilà, Bossk. Ouais. Fait que là, c'est Skier. Il y a 2 S dans son nom. Fait que j'ai trouvé ça pas si pire, la voix de Skier. Mais, ouais, c'est ça. Celle de Lourna, j'ai trouvé ça agressant. Donc, malheureusement, j'ai eu du mal tout le long. Du début à la fin. C'est con, elle parle tout le temps. Exactement. Fait que non seulement, mais c'est pas quelqu'un qui parle, Lourna, c'est quelqu'un qui crie. Qui crie en permanence. Parler, Lourna, c'est 10% du temps. 90% du temps, c'est crier. Et c'est un audiodrama d'action. Hein? Donc, ça crie sans arrêt, avec une voix que je trouve insupportable. Donc, c'est ça. Ça m'a un peu gâché mon plaisir. Ensuite, il y a l'espèce de format. On ne l'a pas mentionné. C'est pas vraiment un spoiler de le dire, mais le concept, c'est que c'est comme si c'était une entrevue. C'est comme si c'était Lourna qui raconte à une journaliste des événements. Et bon, c'est pas que j'ai un problème avec ce concept-là, mais il faut avouer qu'il y a certaines scènes
dans l'audiodrama ou est-ce que Lourna n'est pas du tout présente? C'est quoi? J'ai noté ça. C'est complètement d'accord. Là, tu te dis, et là, ça enchaîne tout de suite avec la journaliste qui continue. Fait que, tu sais, OK, c'est Lourna qui a entendu parler des événements ou, tu sais, vraiment, il y a des scènes qui n'étaient pas là du tout. À tel point, Francis, que, oui, effectivement, c'est un point que moi, j'avais noté aussi. En fait, je l'ai réécouté 2 fois parce que je me suis dit à un moment, en fait, mais attends, on est où, là, en fait? Parce que tu as du mal entre ce qui est un flashback, en fait, quand elle revient et ce qui se passe, en fait, voilà. Ouais, c'est la narration et l'action, en fait. Mais le premier est comme ça aussi, c'est l'entrevue. À un moment, je me suis demandé si on n'avait pas rattrapé, si on n'était plus dans du flashback raconté, si on était revenu comme au présent. Finalement, non. À la fin, non. Finalement, non. Fait que ça, c'est un mini spoilers de vous le dire, là, mais c'est pas, ça gâche rien. Là. Voilà, mais et à la fin, je ne sais pas si on va voir en partie spoilers si on parle de la même chose, Jean, mais j'ai trouvé un petit problème, une petite incohérence de personnage ou de caractérisation du personnage. Évidemment, c'est un personnage qui appartient à Cavan Scott. Fait que je ne veux pas y reprocher de faire ce qu'il veut avec ses personnages. Mais j'ai trouvé que par rapport à tout ce qu'on connaît d'elle, déjà le fait parce que là, ça, c'est pas un spoiler non plus, elle travaille avec les Jedi. Je dis que c'est pas un spoiler parce que dans le fond, c'est dans la série comics que tout ça là, commence. Et dans le résumé qu'a fait Philippe aussi. Ouais, c'est ça, c'est exact. Ouais. Mais au-delà de ça, ça va même plus loin. Fait que c'est ça, j'ai trouvé que, OK, c'est le même personnage qu'on avait depuis. C'est ça, là. J'ai eu un petit peu de mal là, avec certaines décisions, certains comportements de Lournadi, mais bon. Fait qu'au-delà de ça, c'est quand même une très belle œuvre. Là, ça sera pas mon préféré des audiodramas, mais c'est ça, ça reste très qualitatif. Puis je m'interroge aussi sur... C'est très bien d'avoir un audiodrama qui apporte beaucoup de contenu complémentaire au reste. Mais un peu comme la bataille de Jeddah, la raison pourquoi je crois que Lucille et Pocket ont fini par le publier, c'est parce que sans ce que contient l'audiodrama, il faut avouer qu'il y a beaucoup de trous quand tu lis les œuvres suivantes. Donc, je m'interroge quand même un petit peu sur l'aspect stand-alone des audiodramas, dans le sens que ici aussi, c'est vraiment la suite, mais suite du comics. OK? Puis là, même la première, 45 minutes peut-être d'audiodrama, c'est carrément la série de comics. On revient sur les 10 numéros là, de la série de la phase 3. Et là, on va reprendre. Hein, les comics vont recommencer bientôt là, du côté de chez Marvel. Et là, je me dis, OK, mais il va y avoir une explication des événements de l'audiodrama? Parce que les lecteurs de comics, je pense que les gens qui prennent l'audiodrama ont peut-être lu les comics, mais les gens qui lisent les comics, je ne suis pas certain qu'ils vont avoir écouté l'audiodrama. En tout cas, fait que je m'interroge un petit peu sur ces aspects-là. Parce que là, vraiment, on en parlera en partie spoilers, moi j'ai l'impression que c'est comment dire, que je suis pas sûr qu'on va revoir Lournadi dans les 2-3 œuvres qui restent là, à la phase 3, là, qui s'en viennent. Donc, fait que c'est ça. Là, si son histoire se conclut dans un audiodrama, je trouve ça un petit peu dommage ou un peu étrange, mais bon. Fait que voilà, écoute, je ne vais pas en dire plus là, en partie sans spoil. Là. Mais pour rebondir un petit peu sur ce que tu avais un peu dit, Philippe, c'est que le premier audiodrama aussi avait une structure donc non linéaire, hein, comme ça, avec style interview. Et donc, c'était aussi une interview, si je me rappelle bien, tu l'as écouté récemment, c'était pareil, là, je viens de l'écouter, en fait. Donc, c'est exactement sur la même structure. Voilà, c'est là, elle était capturée, donc enfermée, et donc elle était questionnée, en fait, et ça, et donc elle serait par son passé. Le chef de la sécurité du flambeau stellaire. Ouais. C'est ça. C'est ça. Et donc là, c'est là qu'elle est revenue sur son enfance et tout. Il faut savoir que les autres du drama dans le canon Star Wars, tu avais Dooku, Jedi Lost, tu te rappelles, Francis, c'était aussi un système comme ça où tu avais, c'est Asajj Ventress qui a retrouvé des audiologues de Dooku qui nous refaisaient repartir dans le passé. Un truc comme ça, je crois. Et Dr. Aphra, c'était pareil, hein, c'était plutôt elle qui a enregistré sa vie. Voilà. J'en ris juste à y repenser, tu vois. C'était vraiment un audiodrama comique. Vraiment celui de Dr. Aphra. Là. Elle interprétait avec toute sa mauvaise foi. Là, elle interprétait des choses qu'on avait dans les comics. Et clairement, c'est ça, de son point de vue. Mais c'est ça. Fait que c'était,
as raison, effectivement, on est souvent sur cette. Il y a juste la bataille de Jeddah qui était de mémoire, qui est pas vraiment comme ça. Là. Non, là, c'est une histoire du début à la fin. C'était plus régulier. Ouais. Et par contre, tu mentionnes la voix de Lourna, tu m'as piqué sur ça. Le premier audiodrama, t'avait dérangé aussi cette voix ou pas plus que ça? De mémoire, un petit peu, mais pas à ce point-là. Donc, mais j'ai l'impression que c'était peut-être un petit peu plus posé quand même, et moins en mode toujours agressif, scène d'action, d'explosion, de ci, de ça, d'urgence tout le temps. Là. Mais c'est vrai que mais parce qu'il y a plus d'action là, en fait, que dans le premier. Hein. Le premier est beaucoup plus posé sur sa jeunesse, son passé, etc. Donc, les moments moins dans le... C'est vrai que les engueulades dans ce drama-là d'aujourd'hui, là, le Breaker, les moments d'engueulade, il y en a énormément. Mais pas que Lourna. Marc Andro, il pète des câbles, t'as Baskir, évidemment, qui se fait machin. Donc, il y a énormément de passages d'engueulade et j'ai noté ça aussi. Ça fait beaucoup de... beaucoup de passages. Ouais, puis c'est pas pour... comment dire, c'est pas par machisme, là, par moment, on a 3 à 4 personnages féminins en même temps qui discutent. Donc, évidemment, dans le script, on va avoir le nom de chaque personne avant chaque réplique. Mais là, on ne l'a pas. Là. Donc là, tu as Avar Chris, Keith Trennis, Lournadi et son amoureuse, là, bref, sa partenaire. Queen. C'est ça. Ça fait des moments là, dans les oreilles, là, quand même, un petit peu... Ah ouais, je trouve qu'elles ont des voix tellement spécifiques que c'est très facile à... moi, ça ne m'a pas choqué non plus. Et dernier petit point aussi, caractérisation de personnage, j'ai trouvé que Avar Chris, à un moment, j'imagine que vous savez très bien duquel je parle, mais à un moment, j'ai trouvé que c'était très étrange. Vraiment une réaction. Oui, pareil, exactement, on l'a noté aussi. ça passe, on passe à autre chose, là, mais vraiment un comportement que tout le monde essaie de la calmer. Là, c'est même Elzarman qui est présent, là, et là, du calme. Là. Là, encore une des engueulades, et là, ce qui inclut Avar Chris, très surprenant, ce passage-là aussi. Voilà, écoutez, avant de passer en partie spoiler, si je vous demandais de donner une note à Tempest Breaker. Ok, alors vas-y, Francis. Je sais plus les échelles de notes que je donne, mais un bon 15-16 quand même. J'ai vraiment aimé. Et si tu devais noter le premier que tu as écouté récemment, dessus, en dessous. En fait, c'est 2 styles différents. En fait, je trouve le premier. Je pense, en fait, j'ai aimé parce que j'ai l'histoire et j'ai le bac. Enfin, j'ai vraiment l'histoire de Lourna que je ne connaissais pas en fait avant. Donc non, j'ai préféré celui-là et c'est plus de l'action en fait. Donc le premier, mais pareil, 14-15. Enfin, je trouve que la qualité est très bonne, l'écriture est très bonne. Enfin, j'ai passé un bon moment quoi. Vraiment. Ok. Écoute, excellent. Tout pareil. Niveau appréciation, tout pareil, j'ai trouvé ça excellent. Sauf que quand je trouve ça excellent, moi je mets les notes de malade. J'avais mis un 18,21. Alors, j'avais mis 18,5 au premier, et là je comprends pas pourquoi j'avais mis que 18,5 au premier. Donc là, officiellement, je remonte ma note du premier à 19,5, parce que tu sais que Francis, je fais ça souvent. Et là, je mets celui-là à aussi 19,5. Moi, je trouve quasi excellent. J'ai pas, à part le passage de la fin qu'on discutera, il m'a emporté, mais de bout en bout, même les 2 lectures. Les 2 écoutes, pardon. Je trouve ça excellent. Et je conseille ça. Alors, ceux qui sont à jour, ils n'ont pas besoin de conseiller ça. Mais ceux qui sont bons en anglais, déjà, ceux qui comprennent un petit peu l'anglais oral, ça va être un plus, quoi. Et par contre, tu parlais de Lournadi et du futur de Lournadi. Il faut savoir que dans la série de comics qui suit, là, qui arrive en février, elle est sur la couverture avec Kiv et Skir et tout le bazar. Donc, elle sera sûrement de retour pour la dernière partie de la phase 3, elle s'appelle. C'est ça, je me demande à quel point aussi, est-ce que ça va se chevaucher encore? Est-ce que le comics va revenir sur des événements de l'audiodrama pour faire une transition? Peut-être un résumé au départ. Hein. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est vrai que l'audiodrama, oui, on l'a dit à moitié, résume extrêmement bien et de manière très compréhensible, je trouve, pour ceux qui n'ont pas lu le comics. Limite, si tu n'as pas vu le premier audiodrama, mais ce que tu as fait, tu as commencé par ce deuxième audiodrama, Philippe, avant de faire le premier, c'est relativement compréhensible, je trouve. Quoi. Enfin, pas tout sur son passé, quand même. Enfin, t'as quand même besoin d'écouter le premier pour bien comprendre ce qui s'est passé avec ses parents et tout ça. Enfin, mais je veux dire, dans le deuxième, il n'y a plus du tout de mention de ses parents. Il n'y a plus. Une poignée de minutes de référence, là, effectivement. Ouais, mais si tu sais pas que c'est une princesse, tu vois, enfin voilà, t'as des trucs comme ça, en fait, tu le. Voilà, ouais. Effectivement, il y a la mention que c'est une princesse. C'est la joke. Excellent. Écoute, de mon côté, comme je disais, je vais y mettre juste un cran en dessous des précédents. Donc, ça veut dire que je vais lui mettre un 14/20.
C'est ça, qui est pas une mauvaise note, là, mais qui est, par exemple, à Temptation of the Force, je lui avais mis un 15. Même chose pour Les Larmes des Sans-Noms, je lui avais mis un 15. Donc, on est dans ce range, si vous me permettez l'anglicisme-là. Et on a aussi la note de notre leader suprême, donc Danny, qui se trouve un peu entre nous. Jean a mis un 18 sur 20. Donc un 90% du côté de Danny pour Tempest Breaker. Fait que je pense qu'il a bien aimé lui aussi. Okay. Donc voilà, messieurs, écoute, on va partir en spoilers. On va se mettre un petit avertissement. Donc voilà, vous êtes bien avertis. Si vous ne voulez pas être divulgaché, bon, de l'autre côté, comme on disait, la version française, ceux qui vont entendre la version française, elle va arriver dans peut-être 1 an au mieux. Donc, je pense, en tout cas, ma suggestion, c'est de nous écouter quand même. Vous ne devriez pas trop vous rappeler des moindres détails de l'histoire là, dans 1 an. Oui. Fait que Jean, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé en moins de 6 heures? Oui, bien sûr, pas de souci. Alors, c'est relativement complexe à résumer un audiodrama parce que déjà, le récit, on l'a dit, n'est pas linéaire, mais en plus, là, c'est 6 heures d'intensité, il se passe des tonnes de choses, pas le temps de s'ennuyer, donc c'est un peu complexe. On compte sur toi pour faire les voix. Hein. Ah, si tu veux, j'adorerais. Si le leader suprême me permettait. Hein. Mais par contre, interrompez-moi, s'il vous plaît. J'adore quand vous m'interrompez. Je préfère. Ça permet de me reposer et puis de discuter un petit peu des détails et si jamais je fais des erreurs aussi. C'est possible, ça aussi. Ok, donc on commence avec une petite intro qui nous rappelle vite fait l'état de la galaxie. Donc on ne va pas repasser sur la zone d'occlusion, l'espace Nihil, le Stormwall, les sans-noms, le fléau, tout ça est mentionné dans le scroll du début. On nous rappelle aussi la course pour empêcher le fléau de progresser. Marc-Yanro aurait la solution. Puis on nous introduit donc Ril Deiro, qui est la journaliste et reporter de guerre qu'on avait rencontré dans les œuvres précédentes, et qui va ici rencontrer Lournadi pour une interview, on l'a dit. Donc Lournadi a été capturé par la République et les Jedi, mais là on lui donne malgré tout la chance de raconter sa version de l'histoire. Et on est parti donc. Partie 1, Tempest No More. Je te fais même les parties et les titres. Ah oui, alors on n'a pas dit, mais les titres sont excellents hein, parce qu'ils reflètent vraiment ce qui va se passer dans la partie. Donc on a Ril et Lourna qui nous rappellent que les Jedi de la République et la République avaient pris Lourna pour l'œil des Nihil, hein, le grand chef des Nihil. On nous rappelle vite fait son passé de Tempest Runner. On nous rappelle la bataille de Galov de l'audiodrama précédent, donc Tempest Runner. Et suite à l'incarcération de Lourna dans le vaisseau prison, le Rétribution, Lourna était retournée chez les Nihil avec son propre vaisseau appelé donc le Lournadi. Et dans son crew, on trouvait déjà Queen, donc une sliceuse avec qui elle avait vécu pas mal d'aventures, dont des petites romances ici et là. Et Muglan, que Lourna avait récupéré dans la Rétribution, la prison, et en avait fait un commandeur Storm, une commandeuse Storm. Donc avec son crew, elle va combattre la République, les Jedi, et lors d'une bataille, Mark-Unro va se pointer à la fin de la bataille. Et donc là, on passe en partie 2, The Eye of the Storm. Et là, donc l'interview va se focus sur Mark-Unro, évidemment. Donc, lors de cette rencontre après la bataille, Ro va questionner la loyauté de Lourna, qui n'a pas voulu buter un Jedi pour sauver sa copine Queen. Après ça, Lourna va peut-être vouloir quitter les Nihil, notamment après la chute de Starlight Bacon. Elle va être confrontée à Avar Kriss et Keeve Trainis. Avar qui va lui couper la main d'ailleurs. Ça, c'est un passage du comics où Avar, en pleine rage suite à la chute de l'étoile, justement, est sur le point de carrément buter Lourna. Et c'est Keeve qui va l'arrêter et donc sauver la vie de Lourna. Lourna qui arrivera à s'échapper. Donc là, c'est un rappel du comics. Muglan aussi, là c'est pareil, encore un petit passage du comics. Muglan aussi sera sévèrement blessé par Avar, hein, carrément coupé en deux. Mais Lourna. Vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Mais Lourna arrivera à lui sauver la vie. Lourna va demander aussi à son crew de se séparer. Voilà, donc Queen va évidemment pas accepter la séparation du groupe. Muglan non plus d'ailleurs. D'autant que Lourna, pour ce faire, va juste les abandonner. En fait. Elle va juste les laisser tomber et se barrer. Ensuite, on a Ril, donc l'intervieweuse, qui se focus sur Keeve et Skir. Donc là, ce qui nous rappelle ce qu'on a vu dans le comics La Haute République, tu disais. Donc là, c'est la partie 3, The Enemy of My Enemy. Donc Lourna va partir à la rencontre. Lourna va parler de sa rencontre avec Skir, qui souffrait à ce moment-là du Malgrak syndrome. Donc c'est une espèce de maladie qui touche les Trandoshan et qui le rend plus animal, plus primitif en fait. Il perd totalement le contrôle de lui et il perd également le contrôle de la force. Pour lequel il n'y a aucun remède en fait. Exactement. À ce moment-là du récit, il n'y a aucun remède, complètement.
Kiv a embarqué donc Lourna avec elle en Nihil Space, en espace Nihil, pour retrouver donc Skir en compagnie de Seret, Terek, Orbaline et Tei Sirek. Donc là, on rentre pas dans les détails, mais tout ça, c'est dans le comics. Donc C'est les persos du comics, ouais. Voilà, les persos du comics. Donc Skir, en fait, vite fait pour résumer quand même ce qui se passe à la toute fin, Skir protégeait en fait une petite fille Yakomb sur une planète dans l'Occlusion Zone. Des retrouvailles plutôt émouvantes entre maître et apprenti, entre Skir et Kiv, puis des Nameless, des sans-noms vont se pointer, ainsi que le baron Boulan qui va se pointer et va vouloir capturer Skir et la fille Yakomb. Au final, le groupe va réussir à récupérer Skir, enfin le groupe de gentils, je parle, le groupe de Jedi, va réussir à récupérer Skir, à capturer 2 Nameless et même à capturer le baron Boulan, qui aurait la solution au Blight, au fléau. Donc voilà, tout ça, encore une fois, un gros rappel aux comics. Ouais, ceux qui écoutent en vidéo, on voit la dernière page du comic justement à l'écran où est-ce qu'on voit toute l'équipe de personnages. Le baron Boulan, Keith Trennis avec Skir, Seret et Teret et K-Siret, j'arrive pas à retenir son nom, K-Siret, ouais. Donc celui avec les oreilles pointues en mauve, avec Lournadi qui a un tout petit enfant dans les bras. Donc ce qui est très étrange quand même comme vision, mais voilà. C'est elle la fameuse Yakomb Girl, quoi. Et tu vois, là, Jean, t'es à 2 heures d'écoute sur les 6 heures, en fait. Et c'est là que j'ai commencé à prendre des notes, en fait. D'accord. Ouais, en fait, c'est marrant, c'est exactement là que commence le côté original du drame. Et ouais, t'es à 1h50, c'est à 2h08, j'ai commencé à prendre ma première note sur la partie 4, donc tu vois. D'accord, ouais. Et la partie 3 qui finissait d'ailleurs sur un retour du groupe à Coruscant, donc juste après cette dernière page de comics. Et c'est marrant, tu as vu la dernière page de comics, je sais pas si on le voit tout en bas, mais il y avait à suivre dans l'audiodrama en fait. J'ai pas fait gaffe. Ouais, je crois que c'est marqué dans la petite case jaune là qu'on voit peut-être pas en petit. Si, effectivement, The story continues in Star Wars Tempest Breaker. Voilà. Et donc le groupe rentre vers Coruscant, mais en entrant, un vaisseau pirate va les aborder. Et à la grande surprise de Lourna, c'est son ancienne collègue Muglan qui est la tête des pirates. Petit duel épique contre Lourna, et Muglan et son crew vont réussir à capturer Skir et Boulan. Donc nos héros vont retrouver vont retourner Bredouille sur Coruscant. Et c'est Avar qui les accueille, et donc Avar va accueillir Kiv extrêmement froidement. Ouais. C'est la fameuse. C'est une façon très polie de le dire. Elle est très en colère. Elle a gronde il n'y a pas d'introduction. Il n'y a pas de bienvenue à la maison. C'est tout de suite un pétage de coche, là, comme on dirait ici. Pétage de coche. D'ailleurs, je sais pas si tu vas le dire après, mais c'est quand même Lourna qui va les consoler Kiv quand même. Donc c'est. Oui, exactement. C'est ce qui se passe. Donc, Avar l'engueule Kiv, lui dit que là, tu étais complètement inconsciente de partir dans l'os sans autorisation, alors que on se rappelle qui c'était la première après la chute de l'étoile à partir dans l'os sans. Elzar va lui faire remarquer son hypocrisie. Voilà. Donc, voilà, comme tu disais, Philippe. Attends, vas-y. Elzar qui a son nouveau surnom quand même, parce que moi je l'ai noté, ça j'ai adoré. C'est le perso non imprononçable qui fait le joke, il appelle Lasermine. Lasermine. Non, c'est ton nom à l'extérieur en fait. Ouais, c'est une référence à la chute de l'étoile, donc parce qu'il a tué froidement celle qui était en train d'essayer de sauver la station. Ah ok, d'accord, c'est pour ça qu'il appelle comme ça. Je n'ai pas la ref. Ok. Donc on a Lourna qui va prendre, tu le disais Philippe, la défense de Kiv, mais voilà, donc Lourna va avouer en fait à Avar que c'était pour retrouver son maître Skir qu'elle a fait ça, Kiv. Ça va calmer un petit peu Avar sur le coup. Aussi, le groupe n'est pas vraiment rentré brocouille, il a quand même récupéré des données de recherche que Boulan a fait sur le Blight. Le Blight, le fléau, pardon, excusez mes anglicismes moi aussi. Le Blight, c'est le fléau. Des recherches qui vont être transmises aux scientifiques de la République. La chancelière va se pointer et la Kiv va cette fois défendre Lourna, qui pourrait aider les Jedi à retrouver Skir et Boulan. Donc la chancelière va accorder à Lourna une deuxième chance si elle aide la République. Alors, Avar n'est pas OK au début, mais elle va finalement accepter. Elle va ensuite s'excuser quand même de son comportement à Kiv, notamment du fait qu'elle tient beaucoup à Skir, donc elle ne savait pas qu'en fait elle avait fait ça, Kiv, pour sauver Skir. Elle pensait que Skir était mort. Bon, voilà, donc pour ça, elle va la pardonner. Même voilà, comme là je l'ai noté, mais elle a fait exactement la même chose. Donc elle est elle aussi encore plus selfish parce qu'elle y allait juste de son plein gré, sans prévenir personne, et pour sa gueule en fait. C'était même pas pour sauver quelqu'un. Donc, c'est ça. C'est clairement les émotions explosent parce que c'est aussi à la vue de Lournadi. Avar, dans le fond, poursuivi Lournadi. Bref, c'est un peu.
sens qu'elle est hors de contrôle. Là, on sait comment on se trouve par rapport à Temptation of the Force en termes de temporalité. Je me suis posé la question en fait à ce moment-là. En fait, il me semble qu'on est après les Larmes des Sans-Noms, dans le cas des Larmes, vous l'aviez dit dans l'émission, mais celui-là chevauchait un peu la tentation de la Force. Ou est-ce que celui-là, je crois, commence vraiment après? Parce qu'on a déjà les mentions là, ou à part peut-être la première partie qui est en même temps des comics, là, la partie où on n'est vraiment pas sur Coruscant. Là, mais à partir du moment où on est sur Coruscant, Marchion Ro, si j'ai bien compris, a déjà fait sa promesse de sauver. D'accord, donc on est à la fin. C'est ce que je me suis dit, on est à la fin de Temptation en fait. Ok. Ouais, mais c'est ça. C'est ce que j'en ai compris. Justement, je voulais vous demander, j'avais un problème sur ça parce que le final de Temptation, bon, ça va spoiler Temptation, les gars. Marchion est sur Coruscant, quoi. Donc, en train de lâcher le Blight sur Coruscant. Et là, Marchion, on le retrouve complètement ailleurs dans la galaxie. Donc Ouais, mais ça dit qu'il a fait sa promesse à la galaxie. Puis d'accord, donc en fait, il s'il pète un plomb à cause de ça. Ouais, c'est ça, en allant sur Coruscant. Parce qu'il y a, c'est le chapitre d'après, d'ailleurs. Il y a mention de ça, du fait que Marchion a promis mais du coup, il s'est pointé sur Coruscant, il a discuté, il s'est barré. Okay. De toute façon, c'est un peu le leader d'un État que les autres n'ont pas encore reconnu, quoi. C'est-à-dire qu'il se pointe, il a créé sa zone, il a créé son gouvernement, et voilà. Donc, je pense qu'ils l'ont laissé repartir libre, puisqu'il apporte une solution. Parce qu'il avait aussi relâché. C'est un petit peu étrange, effectivement, cette partie-là. Parce qu'il avait aussi relâché le Blight sur Coruscant. C'était la fameuse. Moi, c'est comme ça que j'avais compris la fin. La rose. La fameuse rose, Donc, à voir dans les prochains romans. Le Blight, il est plus que sur Coruscant, d'ailleurs. Enfin, on l'avait dit, mais il est dans le temple. Voilà. Mais là, en fait, on voyait pas tellement le lien entre le Blight du temple et là, ce que lâchait Marchion. C'est ce qu'on s'était dit, encore des questions. Je pense qu'il y a une mention à un moment donné que le Blight, le fléau, est effectivement déjà sur Coruscant, mais juste dans des secteurs précis, là. Bref, il me semble qu'il y a une mention, mais c'est une phrase dans tout l'audiodrama. Puis pareil, il parle des scientifiques qui contiennent le truc. Qui ont lancé comme un institut là, où ils ont tout concentré à un endroit. Là. Bon, les événements vont nous y mener. Vont nous y amener, Avant ça, donc, Keeve demande un full pardon pour Lourna, si elle aide le groupe de Jedi. Et de leur côté, donc, les fameux passages où Lourna n'est pas là, mais nous, on est omniscients, et du coup, on sait ce qui se passe avec Skir et Boulan, qui vont être livrés donc, par Boulan à Marchion Ro. Alors, ils vont être les deux emprisonnés. Des Nameless vont attaquer Boulan et Skir va le sauver. Donc, une amitié va ainsi naître entre les deux, entre Skir et Boulan. Donc, ils vont se rendre dans une forteresse / base Nihil où Boulan va pouvoir continuer ses expériences sur Skir. Alors c'est quand même, enfin je sais pas si tu vas le dire, mais c'est quand même Marchion Ro qui passe un savon à Boulan quand même. J'ai passé ça, j'avoue que j'ai passé ça. Ah, tu as passé, moi je trouvais ça intéressant quand même, parce que l'autre, en fait, ce qui m'a intéressé, c'est qu'on comprend qu'en fait Marchion Ro, il a pipoté toute la galaxie, quoi. Bon, il s'est pointé en disant j'ai le remède, et puis là il va ramener, il dit à Boulan, bon, et ramène tes fesses, maintenant il y en a marre que tu fasses ton truc dans ton coin, maintenant tu vas me trouver vraiment le Blight et tu vas rester là sous ma surveillance et tu vas avoir des résultats, quoi. Puis on comprend que Boulan a son propre agenda, là, dans le sens où lui, c'est l'héritier du Path of the Open End, là, de la phase 2. Donc plus tard, ça, je crois, il me semble, mais c'est ça, on va le comprendre par après, là, mais je veux dire, le pourquoi Boulan, travaille pour Marchion Ro. Pendant qu'il va être détenu, si on peut dire, là, avec Skir, c'est ça. C'est là qu'on va avoir certaines de ses motivations là, de dévoiler. Parce qu'effectivement, tu l'as dit, Jean, tantôt, jusqu'à maintenant, on entendait souvent parler de lui, mais il y avait très peu d'événements avec lui. Là, parce que là, c'était le fameux ministre des Sciences là, et Technologies là, du gouvernement Nihil, là, aussi farfelu que ça puisse paraître même en je trouve que c'est n'importe quoi, mais bon. Et tu le mentionnais un petit peu aussi, Philippe, c'est là où c'est ce passage-là où Marchion va vouloir buter carrément Skir, parce que Skir, vu qu'il a quand même commencé à être expérimenté par Boulan, il commence à ressentir la force petit à petit là, et donc le Nameless Effect a un peu d'effet quand même sur lui, mais pas au point de le buter, le husker complètement. Et donc à un moment, tu as Marchion qui va lui trancher les bras, je crois que c'est ça. Et puis lui,
Voilà. Pardon, vas-y. Ouais. Non, bah, après, il voulait vraiment lui, il l'acheter. est Trandoshan, il repousse. Voilà. Boulan dit non, j'ai encore besoin de lui, et il dit ok, bon, bah, t'inquiète, ça va repousser de toute façon. C'est bon. Ouais, mais ça fait partie des moments aussi où, quand je disais, c'était moins pire que Lourna, mais c'est vrai que par moment, parce qu'il y a le moment, effectivement, il va se faire torturer plusieurs fois, il va se faire trancher des membres, il va traverser une espèce, aussi pour s'évader, sont emprisonnés comme dans une espèce de champ de force. De douleur, en fait, là, ou de quelque chose comme ça. Là. Donc, et lui, va, avec toute sa force et sa rage, va réussir à traverser, mais tu l'entends crier pendant je ne sais pas combien de temps. C'est là où Mark Thompson, il en fait un peu too much, quoi. Tu vois, moi, Ouais, ça m'a plus gêné que Lourna. Pareil, gêné aussi. Ouais, il y a quelques moments comme ça que je me suis dit, OK, c'est les limites du format, dans le sens que c'est audio seulement. On peut pas il n'y a pas de narration, hein, parce que des fois, on pourrait avoir un narrateur, mais là, on ne l'a pas. Là. Fait qu'il y a clairement, dans un audiobook, on aurait eu de la narration, on aurait eu de la description de ce qui se passe. Parce que là, on n'a que des répliques toujours de personnages, il n'y a jamais de description. Fait que c'est ça, c'est un peu les limites, là, mais bon. Les bruitages, quand même, hein. Je trouve que la qualité de l'audiobook niveau bruitage, elle est même au-dessus. J'ai trouvé que la bataille de Jeddah, en fait, on est vraiment. Enfin, voilà. On vit vraiment le truc. Hein. Tu le sens traverser le champ de force, quoi. Tu verras sur la version script, tu auras 5 lignes de à lire la version script, ouais, ces passages-là. Mais effectivement, je crois qu'on a tous été dérangés par ces passages un peu trop longs, on va dire, quoi. Un peu trop longués. Hein, moi, ça m'a pas dérangé, mais effectivement, j'ai baissé le son du casque, quoi. J'écoute ça avec le en son spatial en plus, donc du coup, tu l'as bien partout. Ok, ben là on est à la partie 5 sur 8, donc on n'est pas arrivé, on est juste à la moitié du truc. Donc la team des gentils, donc composée de Lourna, Kiv, Avar et Tail, on se rend sur Port Unavon pour demander des renseignements sur où Muglan aurait pu se rendre via un contact de Lourna, quand elle était Tempest Runner. Lourna va ici y retrouver Queen, donc Queen qui en veut grandement de l'avoir abandonné, mais elle va quand même se joindre au groupe quand même. Chez les méchants, on a Mark Yonro qui va ordonner à ses sbires d'abattre la team de pirates de Muglan. Il va aussi vouloir buter Skir, ben voilà, là on mentionnait ça, c'est à ce moment-là. Donc il va vouloir buter Skir, mais Muglan va le convaincre de le garder en vie pour ses expériences. Et pendant ces expériences, là, sur Skir, c'est à ce moment-là que Muglan va avouer, lui avouer en tout cas, vouloir arrêter le Blight et libérer la Force, donc Free the Force, là, donc il va réussir. Voilà, c'est mention du pass, le motto du pass. Voilà. Il va réussir à guérir le Mangrak syndrome de Skir. Alors, ce qui est cool, car Skir va pouvoir ressentir la force de nouveau, mais malheureusement, il va aussi pouvoir ressentir le Nameless Effect de nouveau. Ça, c'est un peu ballot. Les gens qui vont retrouver Muglan au même moment où ils se font attaquer par les Nahil, c'est à ce moment-là où Muglan va y passer, mais jusqu'à sa mort, Muglan qui détestait Lourna, mais vraiment, elle avait une haine incommensurable pour elle, et malgré la trahison de Ro, c'est quand même Ro qui l'a fait buter, elle ne révélera pas la localisation de Skir et de Muglan au groupe de Lourna. Son dernier souffle, c'est Go to Hell, je crois. Si je me souviens bien. Excellent. Go to Hell. Mais c'est en slashant le vaisseau de Muglan que les héros vont découvrir que Ro organise un gala sur la planète Weskiro. Et là, on commence la partie 6 qui est Dance of the Death, la danse de la mort, j'adore. Sur Weskiro, donc, le gala va commencer. Donc, Ro présente cette fameuse, là, tu le mentionnais, Francis, la nouvelle alliance Nihil entre plusieurs systèmes de Locution Zone, là, en fait, plusieurs systèmes qui vont former une espèce d'alliance. Ouais. Et donc, Ro qui est à la tête de tout ça. Là, c'est une vassalisation d'une partie de la galaxie plus qu'une alliance. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, parce que techniquement, on protège vos mondes, mais voilà. Ouais, c'est ça. On protège vos mondes. Ça, c'est comme la mafia. Exactement ça. Le Seigneur et ses vassaux, ouais, tu l'as bien dit, c'est ça. Donc le groupe de Jedi, enfin de gentils en général, est infiltré parmi les invités. Ils vont neutraliser un des Shi'ar, la garde rapprochée de Ro en quelque sorte, pour obtenir des infos sur où pourrait se trouver Skir et Muglan. Et Avar, grâce à son Jedi Mind Trick, là, va récupérer ces infos-là. Et dans une petite bagarre, qui va malencontreusement tuer un ennemi, et ça va un peu la chambouler, un petit peu la traumatiser. Donc là, et c'est à ce moment-là où, bam, tu as les Nameless qui arrivent. Tu avais le leveler qui était déjà là. Le leveler, c'est le Nameless privé de personnel, pardon, de Martian Ro. Donc les Jedi sont pas bien du tout à ce moment-là. Ro va aussi repérer Queen dans la foule.
Et au moment où une danse entre les invités va commencer, donc là, Lourna, elle arrive, pam pam, elle va juste sauver se mettre à la place de Queen et se mettre à danser avec Mark Unruh. Alors là, si tu pouvais mettre là où tu l'as mis peut-être déjà, la fameuse image promotionnelle qui avait été dévoilée lors de la San Diego Comic Con l'année dernière, qui nous mentionnait ce passage-là. Une petite danse avec une musique, je ne sais pas ce que vous en pensez derrière, en background, qui est vraiment sympa. C'est un tango, là, c'est vraiment... moi, j'ai adoré aussi ce passage. Écoute, moi, je ne l'avais pas vu, je ne sais pas pour vous, si vous l'aviez vu en amont, cette image-là. Jamais. Elle était diffusée par les autres podcasts, là, tu vois, la Geek Squadron avait posté ça, il y avait Star Wars Universe peut-être aussi à l'annonce, quoi, mais déjà, l'image est très belle, je peux la remettre à l'écran, et le moment du livre est quand même quelque chose. Ro qui ne peut pas se permettre, ou en tout cas qui essaie de se limiter de ne pas justement faire un coup d'éclat devant, parce qu'il essaie justement de créer cette cette apparence-là de chef d'État, on va dire. C'est ça. Et bref, je vais te laisser aller, Jean. Mais vous lisiez, c'est un passage vraiment excellent parce que c'est tellement épique. C'est juste des dialogues, en fait, mais ultra bien écrits par Cavan Scott. Avec la musique derrière, quoi. Voilà, et ils rythment les dialogues, d'ailleurs. Enfin, je sais pas, mais le phrasé, en fait, ils adaptent le phrasé comme s'ils étaient en train de danser, en fait. Je trouve que c'était hyper bien fait. T'as en fait un sorte de rythme dans la conversation qui suit le rythme de la musique. Et c'est... Je l'ai écouté 2 fois, en fait, et tu le sens, en fait. T'as l'impression vraiment qu'ils font les mouvements, en fait, en même temps. C'est des scènes assez classiques qu'on a l'habitude de voir dans les films, ça, mais je trouvais que en audiobook, en audiodrama, pardon, ça rendait mais super bien, quoi. Vraiment, bravo d'avoir réussi à rendre ça comme ça. Moi, écoute, ça fait longtemps que j'ai pas écouté le film, mais ça m'a tout de suite fait penser à True Lies. Donc, exactement. J'allais le dire, en fait. Tout à fait ça. Écoute, Jamie Lee Curtis et Arnold Schwarzenegger là, dans un bal ou gala. Plus un bal qu'un gala. Là, c'est un peu un spoof de James Bond, et moi, ça fait énormément penser à James Bond, où tu as Bond et l'ennemi qui se retrouvent au milieu d'une foule. Impossible. Et qui vont donc avec toute une équipe qui fait ses petites affaires, et là, Lourna qui essaie de distraire Mark Unruh pour que le reste puisse continuer. Et avait quand même. Vas-y, Jean. Non, termine. Et puis j'allais continuer le résumé, en fait. Je disais qu'en fait, on a quand même, juste avant, on a tout un dialogue quand même sur Kivs qui rappelle, tu vois, qui doute sur le protocole, le Guardian, sur les Jedi, tout ça. Enfin, il y a une grosse remise en question de Kivs juste avant, en fait, ça, là, quand ils se parlent dans les oreillettes et tout. Et je trouvais que c'était assez intéressant. On apprend quand même pas mal de choses sur l'état d'esprit, en fait, de Kivs. Et voilà, moi, ça m'a bien plu aussi, en fait. On a ça qui se construit en parallèle, et finalement, c'est assez dense, quand même, tout ce qu'on apprend sur les personnages. Jusqu'à cette partie-là. Ouais, complètement, énormément d'évolution de personnages. On parlait de Lourna, mais effectivement, Kiv, Avar, tout ça, enfin, pas mal de passages épiques aussi. Et là, donc, en gros, voilà, tu as Lourna qui va d'abord provoquer Ro dans ce fameux dialogue pendant la danse. Et puis, donc, Ro va écouter, alors ça prend un peu plein la gueule. Et Ro va provoquer Lourna à son tour par la suite, quoi. Et elle, pareil, elle va juste écouter, et c'est Ro qui va lui déblatérer toutes ces 4 vérités. Et à la fin, donc, Lourna va carrément mordre Ro avec ses fameuses dentitions. Donc là, grosse panique générale. Lourna va rejoindre les Jedi et va même jusqu'à aller sauver Avar et Kiv, qui sont prises par le Nameless Effect. Et de leur côté... D'ailleurs, elle les sauve, elle les prend sous le bras et elle se barre en courant parce qu'en fait, elle lui dit, je crois qu'elle lui dit, est-ce qu'on t'a déjà porté, est-ce que moi, je l'ai compris comme ça, en fait. Donc, j'avais l'image d'un truc de comics où elle les prend sous le bras, elle part en courant, mais ça me parut un peu bizarre, en fait. Ouais, elle en transporte un, je me souviens plus c'est qui. C'est Avar. C'est Avar, elle lui dit, est-ce que t'as rien contre le fait que je te porte ou je sais pas quoi. Ouais. Et de leur côté, donc tu as Skir aux portes de la mort, toujours sous la torture des Nihil, mais donc qui a son contact avec la force qui revient petit à petit, et ça va faire ressentir la présence de Skir à Avar et Kiv à travers la force. Voilà, ça finit le chapitre comme ça. La partie 7, donc c'est Follow the Path, donc mention du Path of the Open Hand. Donc on attaque avec Boulan qui va sauver Skir, qui se faisait torturer à mort là, par un autre Nihil, en fait. Donc Boulan va buter ce gars-là, et les 2 nouveaux amis vont s'échapper de la forteresse. Là, c'est ce passage-là que tu parlais, Francis, je crois, qui traverse le champ de force. Et là, ouais. Non, ça c'était... parce qu'ils sortent du champ de force une première fois pour être capturés au final. Ah oui, t'as raison, pardon. C'était une deuxième évasion. Là, oui, parce qu'il était sur un tas d'opérations, effectivement. Bref, au même moment, le groupe de Lourna et Kiv donc, arrive. Ils les récupèrent et partent pour Protobranch. Donc c'est là où c'est la planète où se trouvent les labos de recherche du fléau de la République.
Ils font avant tout une escale sur Dalna, donc où Boulan serait Momar son passé. Hein. Donc Dalna, on rappelle, c'est une des planètes clés de la phase 2 notamment, et la planète d'origine de Boulan, on va dire, et du Pass of the Open Hand. Et c'est là où Lourna aussi, pendant la phase 1, a complètement bombardé la planète. Et là, donc, le fait de retourner sur cette planète-là, elle commence à avoir des gros regrets. Hein, parce que, quand j'essayais de me souvenir. Moi, j'avais pu, parce que là, évidemment, ça fait beaucoup d'événements, mais peut-être vous pouvez éclairer ma lanterne sur dans quelle œuvre, à quel moment on a ça dans la phase 1. Parce que je me doutais, là, vu qu'on a déjà parlé de la planète, et c'est pas dans les comics. J'arrivais pas à me souvenir. Ah, ça me dirait dans les comics, moi je dirais plus phase 1 sûr, mais dans les young adultes, quoi. Mais j'ai un doute. Ah ouais, ok, possible. Ouais, parce qu'on est sur Dana, on n'est pas sur Dana dans les romans adultes, si je dis pas de conneries. C'est ça, j'ai perdu le fil, mais j'étais plus certain d'avoir ce moment-là, mais tu sais, comme ils font référence, on comprend que, OK, c'était peut-être un moment de la phase 1, là, mais bon. Ouais. Ou peut-être dans tout premier roman, en fait. Dans La Lumière des Jedi? Ouais. Alors, enfin, on ira faire quelques recherches, on vous dira ça. Effectivement, j'ai pas recherché ça. On remonte il y a 3 ou 4 ans en arrière. Ça remonte. Donc pendant ce temps-là, Ro, voilà, lui il arrive à la forteresse, là, Nihil, à bord du Gaze Electric. Il est très 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 énervé là, déjà parce qu'il a perdu Skir et surtout Boulan, hein, mais aussi parce qu'il a découvert dans les données de recherche de Boulan que ce dernier a mis au point en fait un virus pour libérer la force, entre guillemets. En gros, il veut faire en sorte que tout être force sensitive ne le soit plus. Donc c'est ça un petit peu le plan en secret de Boulan qu'il n'a dit à personne. Et il a quand même, dans la partie 5, il le lâche à Skir, hein, il lui dit qu'il veut faire il veut faire mieux que Marda, la mère et le Hérald, enfin le héros, je sais pas comment est-ce qu'on traduit ça en fait. De façon. Ouais, il lui dit je veux libérer la force. Mais là, tu comprends maintenant ce qu'il entend par libérer la force. Quoi. Et là encore, on est un peu, trop tôt hein, dans l'histoire. C'est plus tard qu'on comprend ça. Là, la fin, dans Crow s'énerve, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. En fait, ça finit le chapitre sur ça. Ouais, c'est ça. C'est Crow en consultant des données décryptées par son staff. C'est ça, lui comprend ça tout de suite, il s'énerve, et puis là, il leur donne tout de suite, il faut aller les suivre à telle planète, là, je me souviens plus. D'ailleurs, je me souviens plus, mais alors que c'est pas mentionné, mais comment Rose sait que c'est sur cette planète-là, que ça doit être de notoriété publique, là, où ses espions lui avaient dit, là, mais bon. Ah peut-être, oui, effectivement. C'est sur Protobranch, peut-être que oui, il avait eu vent du fait que la République avait installé son labo là, je sais pas. Effectivement. Donc là, tu disais, donc partie 8, c'est la dernière partie du bouquin. Sur Protobranch, donc Elzar rejoint le groupe, ainsi qu'un docteur, la spécialiste du Blight, qui est déjà là avec sa team de scientifiques. Il récupère Boulan qui d'abord lui refait miroiter une solution pour arrêter le Blight, et là, à ce moment-là, on pense que voilà, qu'il veut aider la République à sauver la galaxie, en fait. Quoi. Pas vraiment, et tu as le titre du chapitre quand même, hein, The Force Will Be Free. Ouais, c'est vrai, c'est excellent ce chapitre. Vraiment, les titres sont extrêmement bien choisis. Ouais. Et c'est en fait quand ils vont injecter un genre de vaccin à un sujet atteint par le Blight, justement par le fléau, un Lassat d'ailleurs. D'abord, il va montrer des signes prometteurs de régénération, pour au final carrément rejeter le vaccin et mourir dans d'atroces souffrances. Donc, Ro l'avait donc découvert, mais un peu en arrière-scène dans le chapitre précédent. Mais voilà, Boulan a travaillé en secret pour en fait développer un fameux virus et pas vraiment une solution au Blight. En fait. Donc là, branle-bas de combat, donc on va voir qui. On a le docteur, on a Kiv, on a la fille Yakomble, et même Boulan lui-même, qui vont tous être contaminés par le virus, et donc sur le point de mourir. Pendant ce temps-là, alors là, ça se passe en parallèle. Hein. Là, j'ai résumé deux parties. Ah oui, j'allais dire, t'as sauté l'affrontement. Ça faisait passer de l'un à l'autre. Là, tu vois, mais comme c'est effectivement tout est en parallèle en fait, parce que c'est Marchon quand même qui les prévient que en fait Boulan est en train de les trahir. Voilà. Donc là, pendant ce temps, alors avant que tout le monde soit contaminé, t'as Lourna qui avait été laissé en arrière une fois arrivé sur la planète. Donc ils prennent Boulan et on lui dit, toi, t'as rien à faire avec ça. Tu nous as aidé, c'est gentil, mais maintenant tu te casses. Donc Lourna va s'énerver. Et c'est là qu'elle a un petit peu titillé les oreilles de Francis, je pense. Elle était vraiment énervée. Parce que non seulement elle va gueuler. Ouais, réaction d'ado en crise. Là, ouais, voilà, c'est ça. Ça va bien au personnage, par contre. Voilà. Et non seulement ça, mais en plus, elle va s'engueuler avec sa copine Queen. Donc, elle en a marre, elle veut se barrer. Donc, elle est sur le point de se barrer de la planète toute seule. Elle se barre. Ouais, voilà. Mais quand le Gaze électrique arrive, alors Ro, lui, n'est pas sur le vaisseau. En fait, le vaisseau, c'est plus une diversion. Lui, il est en speederbag en direction du laboratoire de recherche. Et donc, il tombe sur Queen.
Queen donc versus Raw. Donc baston, la Raw plante Queen devant les yeux de Lourna qui arrive sur la scène, donc là elle est dégoûtée. Donc là, rebelote baston, là, ultra épique entre Raw et Lourna. Donc Raw, laser et tout. Ah ouais, non, c'est avec son espèce de sabre pseudo-laser de Lourna. Raw va planter Lourna aussi. On pense que c'en est fini pour elle, mais non. Lourna va charger Raw et va réussir au final à l'immobiliser sous le Spider-Back, si je dis pas de conneries, ou peut-être des gravats, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, non, des gravats, il lui fait tomber un truc sur la gueule. Ouais, l'édifice se met à s'effondrer sur lui. Ça marche. Donc il est bloqué. Et Lourna est à Raw, donc à sa merci, et peut le tuer d'ailleurs avec son propre lightsaber, enfin le lightsaber qu'a volé Raw. Mais elle va pas le faire. Elle va pas le faire parce que Queen va se pointer à ce moment-là, elle va la convaincre de pas le tuer. Et bon, il y a ça, et non seulement le fait que c'est pas exactement ça. C'est pas. Vas-y. Dans le fond, c'est Marchand arrête pas de la provoquer, puis en fait, il rit d'elle, il dit tu y arrives pas parce que justement, tu réalises que sans moi, t'es rien. Tu comprends que la vie de Lourna tourne autour de la haine de Marchand Raw. Et, le Batman et Joker. Et c'est ça qui va la convaincre de laisser Marchand tranquille. Elle va tirer le sable laser au travers des débris en lui disant bonne chance pour le retrouver. Marchand est gravement blessé en passant à ce moment-là, fait qu'elle se dit qu'il va peut-être crever. Mais fait qu'au final, c'est ça, elle n'est même pas convaincue par. Ah les gars, moi c'est le moment que j'ai trouvé que non, là c'est pas Lournadi. Pour moi, elle l'aurait tué sans. C'est le fameux passage que tu parlais. Voilà, c'est exactement ce passage-là. De mémoire, Francis, tu me corrigeais, mais de mémoire, en fait, en gros, elle lui dit il y a la foule qui arrive, ils vont s'occuper de toi, quoi. Enfin, moi, j'ai compris ça comme ça. En fait, elle le laisse à la merci des gens, en fait, un peu comme si, tu penses qu'il va se faire lapider ou déchirer par les gens qui vont arriver. Enfin, moi, je l'ai un peu ressenti comme ça, tu vois, en disant ouais, bon, allez, c'est le peuple va décider de ta destinée. Par contre, j'ai trouvé ça en fait un peu bizarre ce passage parce qu'en fait Marchand Raw, le mec qui débarque tout seul en speeder, en fait il est seul sur la planète. Je me suis dit d'habitude il est toujours avec ses Nameless, c'est ça, il a toujours son armée avec lui, c'est un peu space quand même. Je comprends, hein, c'est plus facile de faire l'audiodrama avec 3 personnages qui se battent qu'avec une armée qui débarque et qui attaque, mais je trouve qu'il a manqué de prudence, l'ami Marchand Raw, là, sur ce coup-là. Là, il jouait pas le tout là, pour empêcher Boulan. Parce que c'est ça qui est drôle en plus, c'est que lui, bon, c'est vrai que Marchand Raw a certaines connaissances dans la force. Puis là, tu l'as expliqué, Jean, tu l'as juste mentionné, même Boulan va être infecté par son propre virus. Parce que lui, il croit que quelqu'un qui ne manipule pas la force ne sera pas infecté. Alors que Marchand, dès qu'il voit les fameuses données, il comprend tout de suite que Boulan est dans l'erreur, que ça va tout simplement tuer tout le monde. Parce que la force est partout. Ouais. Alors que tu vois, il y a un petit passage que j'ai pas résumé aussi, tu as le scientifique, justement, le chef scientifique, qui lui a toute confiance en Boulan parce que il a guéri le Magrath syndrome de Skir, et voilà, c'est exceptionnel parce que c'était, tu disais Philippe, je crois, ou Francis, je sais plus, que c'était une maladie incurable en fait, et lui il a réussi à la guérir, quoi. Donc il passe pour un petit génie, mais en fait, il a ses propres bails. Et moi, je voulais revenir vraiment sur ce passage-là. Moi, il me dérange vraiment, ce passage. Tu disais, c'est pas Lourna. Lourna, on l'a vu buter, je te rappelle, comment ça s'appelle comment on appelle les slugs, là. Les Hutt, ouais. Dans le comics, elle bute la Hutt d'une balle dans la tête. Elle bute Orbaline d'une balle dans la tête. Elle torture Serek. Elle torture Terek. Elle allait buter Avar, quoi. Enfin, mais c'est avant qu'elle soit amoureuse. Ouais. Je sais pas. Là, c'est Marchand Raw quand même, tu vois. Et alors, le pire, c'était le dialogue de fin. J'ai trouvé ça mais cheesy au possible. Je les ai notés tellement, j'ai trouvé ça tellement con. Voilà, Raw, qui est donc immobilisé, il lui fait I'll find you and I'll kill you, ultra cliché, ok. Et elle répond good luck with that, et elle part en rigolant. Et mes meufs, c'est Marchand Raw là. Tu sais que. Non, mais c'est là que t'as les gens qui arrivent. C'est là que t'as les gens qui arrivent, en fait. Puis il est blessé, mais bon. Moi, effectivement, je suis d'accord. Écoute, je pense qu'on a tous les trois quand même peut-être un petit malaise là, sur le fait que. Moi, je pense qu'on aurait dû le buter, effectivement. Ça au hasard. Tu sais, je veux dire, elle aurait pu le torturer puis le laisser agoniser. Elle aurait pu y couper des membres. Elle aurait pu. Mais après, elle a sa copine qui est mal en point quand même. Hein, donc, il faut aussi. Il faut sauver Queen, quoi. Moi, je trouve qu'il aurait pas dû écrire ça du tout, Cameron Scott. Il aurait dû changer l'histoire du. Là, la situation, elle est pas logique pour moi. Ouais, je suis d'accord. Ne serait-ce que parce que Marchand débarque tout seul, encore une fois. Enfin, c'est bizarre, quoi. Ouais.
Voilà, il a pris un risque et puis En effet. il a failli y passer, quoi. Et donc tu le mentionnais également, donc c'est Queen aussi, le fait qu'elle soit un peu mal en point, qu'elle est empoisonnée en fait, elle est pas vraiment morte. Moi je pensais vraiment qu'elle allait y passer et non, en Ouais, fait, pareil. Mais euh, personne meurt dans ce livre, de toute façon, à part les Jedi du début Oui, dans l'intro, mais exactement. sinon. Bon, je voulais aborder le chat, mais à plusieurs moments, on pense qu'on va avoir des morts. Même Skier, j'ai cru qu'on perdait Skier à un moment donné. Ah si, il y a Muglan qui meurt, pardon. voilà, du côté gentil, il n'y a aucun, mais c'est vrai que du côté... Ouais, non, mais là, la personne qui meurt, on s'en contrefou. Muglan, je pense qui qu'elle était meurt, apparu brièvement dans le premier audiodrama. Je veux dire. Muglan C'est s'est vrai. quand même fait trancher en deux par Avar dans le comics et qui a survécu à ça, franchement. Alors, Ben, c'est mentionné au tout début, on raconte un petit peu comment elle s'est fait soigner, machin. Ouais, exact. Mais elle aussi, Lorna l'a abandonnée en croyant qu'elle allait mourir. Sur place. Non, elle a laissé chez un docteur Slice cyber machin là, pour se faire réparer, et elle a laissé là et elle s'est barrée. Ouais, mais ça prenait de l'argent pour payer le docteur et il n'y avait pas. Dans le fond, là, il comptait sur Lorna pour payer, puis elle a dit non, ciao, bye. Ouais. Ah ouais, j'ai pensé que justement, elle a quand même fait un dernier geste et lui a sauvé la vie, mais voilà, c'est barré. Mais il y a même Avar que je me suis dit, OK, est-ce que c'est ici qu'on va perdre Avar? Mais bon, là, tu te dis, c'est quand même un personnage principal. Donc, dans un audiodrama, je n'étais pas sûr. Mais Skier, c'est un personnage plus des comics. Je me suis dit, est-ce qu'on est en train de perdre Skier? Parce qu'à un moment donné, le chapitre se termine, on croit qu'il est mort. C'est vrai. Vraiment, là, complètement, ouais. Mais évidemment, c'est ça. C'est une créature dure à, dure à tuer. Là. Tu penses que si tu leur coupes la tête, ça repousse les Trandoshan? C'est une bonne question. Ça n'a jamais été fait. Je me disais qu'on allait peut-être perdre aussi, mais lui, il n'a pas été si en danger que ça. Mais tu sais, c'est un personnage aussi des comics là, qui est Sirek. Là. Je me suis dit, bon, OK. Mais au final, c'est ça. Comme tu disais, Philippe, personne ne meurt. Non. Alors que la Haute République nous a habitués quand même à perdre des personnages à chaque œuvre. Là, donc, bon, ou presque. Ouais. Mais plus on avance et moins on en perd. C'est vrai que là, c'était l'occasion. Alors, Marc-Andro et Avar, tu le disais peut-être pas, parce que c'est des personnages principaux et on s'imagine qu'il y aura un gros final avec le dernier bouquin de Charles Soule. D'ailleurs, on ne sait même pas comment Marken s'en sort, en fait. Pour l'instant, effectivement, on ne sait pas. Effectivement. Ouais. Mais oui. Mais fini, là, on digresse un peu trop. Fini l'histoire. Parce que là, on est déjà à 1h15, là, donc il faut qu'on avance. Faut qu'on avance, faut qu'on termine, c'est bientôt la fin. Donc Lourna va ramener Quill mal en point au labo pour trouver les Jedi. Et c'est là qu'elle se rend compte que la moitié du staff a été contaminé donc, par le virus de Boulan, donc gros bordel. Lourna va même s'enfermer en quarantaine avec sa nouvelle BFF, là, Kiv, qui a été infectée. Et les non-infectés, dont Avar, Elzar et le reste de la team, ils vont devoir bosser vite pour créer un antidote pour les soigner tous. Quoi. Et là, on revient à l'interview avec Will. Donc, on sait que Lourna a survécu au virus, évidemment, vu qu'elle est face à elle. Et alors, tout le monde, tu le disais, tout le monde d'ailleurs a survécu, même si, bon, on dit que Kiv sort d'un mois de coma, quand même. Même Boulan, tout le monde a survécu. Voilà, même Boulan a survécu. Voilà, mais voilà, le Blight est toujours là, le fléau est toujours là. Et on finit sur nouvelle mission pour Kiv, que Avar promue et nomme nouvelle Marshal. Hein. Donc elle et Skir vont être aux commandes d'une flotte près du... Le Stormwall, j'ai plus le français pour le Stormwall, je suis vraiment désolé, c'est quoi? Le mur d'orage, c'est pas ça? Mur d'orage, oui. Voilà, pour lancer un message de soutien au monde oppressé par l'os, quoi, si j'ai bien compris. Et Lourna dans tout ça. Mais Lourna, comme promis, elle a eu son full pardon pour ses actes passés. Et on la retrouve avec Queen et Tai, même, Tai, qui sont à la tête d'une nouvelle guilde. Et là, elle récupère donc un nouveau vaisseau qu'elle n'appellera pas le Lournadi cette fois. Ni le Queen. Ni le Queen, voilà, mais le Tempest Breaker. Voilà, pas exactement. C'est le nom de la... Ça va être la guilde qui va s'appeler Tempest. C'est la guilde qui s'appelle comme ça. Le vaisseau, elle veut l'appeler Queen, mais Queen dit que c'est ridicule comme nom. Ouais, c'est ça, exactement. Écoute, rapidement sur la fin, effectivement, moi j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté ils vécurent heureux et eurent plusieurs enfants. C'est vraiment la fin, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et, comment dire, l'intrigue du Blight, là, du fléau, n'est pas résolue. Bon, on comprend qu'il y a d'autres romans qui s'en viennent. Lourna est rendue chasseuse de primes, parce qu'on ne l'a pas dit, hein, mais vite, l'espèce d'entente là, entre la République et Lournadi, c'est ça, là, c'est qu'il accepte puis elle devient chasseuse de primes. Elle est même payée pour avoir rapporté Boulan. Corsaire. Les Jedi ont quand même beaucoup participé, mais bon. Et elle va même faire un don à la fondation ou au fonds de reconstruction de Dalna, parce que là, vraiment, ça l'a marqué quand elle a vu les résultats de son bombardement. Là, c'est peut-être parce qu'elle défiscalise, en fait. Oui, c'est ça.
C'est ça. Elle dit à Elzarman, c'est pour des raisons fiscales. Puis là, Elzar, il dit, tu penses vraiment payer des impôts? Elle dit, on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. On va payer des impôts à la République. Mais bref. Puis sinon, écoute, tu t'es passé très, très vite, mais la promotion de Kyiv en Marshall, d'une flotte, parce qu'on comprend, c'est vraiment une finale, par exemple, qui ouvre sur probablement les événements à venir. C'est comme une offensive que la République lance. Elle lance plusieurs flottes contre les Nihil, puis c'est ça, Kyiv va diriger une flotte. C'est pour ça qu'il la nomme Marshall. Fait que rappelons qu'il était Padawan au début de la phase 1. Là, fait que c'est quand même une... elle devient vite chevalier Jedi puis tout ça, mais n'empêche. C'est quand même ce qui s'appelle gravir. Grosse progression, ouais. Ouais, c'est ça. Le protocole Guardian, il fonctionne bien. Oui, exactement. Mais moi, évidemment, c'est des affaires qui font un peu penser à la guerre des clones. Les Jedi qui deviennent des généraux puis tout ça. Je pensais quand même qu'on aurait un mot sur Mark Unrow à la fin, quoi, mais rien. Ouais. Ben, moi, j'ai l'impression que c'était déjà presque trop Mark Unrow dans celui-là, dans le sens que le reste va suivre dans les romans qui restent. Là, on se doute qu'il va avoir survécu. On va voir s'il est encore très blessé là, ou quoi. Mais puis je veux mentionner, parce que je l'ai oublié, je voulais le faire au début, mais depuis tout à l'heure, parfois je mets à l'écran de très beaux visuels de, par exemple, celui-là de Kyiv et Skier. Donc, c'est une création de Elser, donc notre artiste qui nous fait aussi nos vignettes là, de Star Wars en direct. Et j'en avais une autre aussi celle-là, c'est de l'artiste Terra qui nous a mis ça sur notre Discord là, dans le Salon des artistes. Donc, une très belle représentation de l'Urnadi. Donc, c'est ça, Terra comme dans Terre, là, ou bref, en latin. Et je vous mets en comparaison la face de l'Urnadi dans un comics. Hein, donc, c'est ça, selon comment on la représente. C'est pas la même situation non plus. C'est ça, exact. Ouais. D'ailleurs, c'est drôle, mais j'ai remarqué aussi que c'est un personnage qui commence à devenir populaire en cosplay. Hein, de temps à autre, je vois des images passer de cosplay de l'Urnadi. C'est vrai qu'elle a un look tout de suite reconnaissable. Donc, est-ce qu'elle se taille les dents, les cosplayeuses? Ouais, là, par contre, il ne faut pas qu'il sourie. C'est ça, parce qu'effectivement, l'Urnadi est censé avoir les dents en pointe. Oh, tu as toujours des prothèses de dentier là, pour les costumes. Ouais, c'est ça. Pour les costumes. C'est vraiment un design ultra stylé, je sais pas ce que vous en pensez, mais avec ces espèces de pièces d'armure. Ça se prête au cosplay, facilement. Et sa fameuse, son sabre laser, entre guillemets, ça fait une grosse référence à Tales of the Jedi, le vrai du Legend, avec une espèce de recharge sur sa ceinture qui est excellent, et qui se fait casser par Marshall Unrow dans ce drame-là, malheureusement. D'ailleurs, il lui explique qu'elle s'est fait arnaquer par les Hutt. Oui, elle sur la qualité de la marchandise. Ouais, parce qu'il tranche sa lame. Là, sinon, est-ce qu'il y a d'autres aspects que vous vouliez aborder qu'on n'a pas parlé pendant le résumé, là, rapidement, vu qu'on est déjà à 1h20? Oui, Queen et Muglan sont deux personnages plutôt secondaires dans les comics, mais carrément même pas présents vraiment dans les comics, et vite fait dans le premier audiodrama, et j'étais très très content de les retrouver là. Voilà, la relation Queen, c'est con, mais Queen Lourna. Moi, j'avais complètement oublié leur existence. Donc, par contre, j'ai trouvé que c'était moins sexualisé dans le premier audiodrama. Il y avait du cul. Ça manque de cul dans celui-là. C'est vrai. Oui, mais ils ont tout donné dans Temptation of the Force. Non, mais le premier audiodrama, tu avais une scène de prison assez hot. Mais effectivement, là, il n'y a que dalle. Donc, c'est un peu dommage. Oui, il y avait deux choses pour revenir rapidement à ce qu'on disait au départ. En fait, finalement, l'audiodrama, quand tu regardes en fait la boucle de ce qui se passe, moi, j'ai eu un petit côté tout ça pour ça, en fait, qui, à un moment, sur la fin, parce que finalement, tu l'as dit, Francis, ils ont rien résolu au Blight. On n'a toujours pas trouvé de remède. Et le seul remède qu'on a trouvé, en fait, il tue tout le monde. Donc, en fait, c'est pas vraiment un remède. Donc, finalement, tu peux t'en dispenser. Je veux dire, pour la suite de la phase 3, ils sont toujours au même point. À la fin de l'audiodrama, ils sont au même point que quand ils ont commencé les comics et l'audiodrama. T'as pas d'avancée. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est vraiment un complément aux comics. C'est ça, c'est la fin du comics. Marvel, là, pas ceux de Dark Horse. De Cavan Scott, du coup, c'est lui qui continue son histoire avec ses personnages et il donne une conclusion à ses personnages, effectivement. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Puis bon,
On avait aussi beaucoup Avarchris et Keeve et tout ça, Skier. C'est vraiment la galerie de personnages des comics, même avec Kay Sirek qui revient de la phase 2. Oui, écrit par Kevin Scott aussi, donc vraiment, c'est tous ces personnages qui regroupent. Et il en bute pas un, il fait un petit peu son Filoni, là, quand même. Ouais, c'est ça. Écoute, il y a Orbaline qu'on n'a pas mentionné beaucoup, mais qu'à l'audio a vraiment une voix de quelqu'un qui est sous l'eau ou quelque chose comme ça. Boulan aussi, vous avez remarqué, vu qu'il a une espèce de voix. Il y a les deux voix. Voilà, il y a les deux voix, et parfois, parfois j'avais des headphones et j'alternais l'un et l'autre. Et je t'avoue que quand j'avais qu'un seul headphone, ça devait être en stéréo, du coup, la bonne voix était de l'autre côté. Je comprenais pas vraiment ce qu'il disait. Au casque. Et moi, il y a un deuxième. Il y a comme sa voix d'itorien, puis sa voix traduite par-dessus. Il y a un deuxième truc, en fait, qui m'a étonné, mais on va pas lancer un débat métaphysique là maintenant, mais en fait, la force, c'est un truc palpable, du coup. Parce que tu peux créer un virus, en fait, qui touche la force. Enfin, moi, depuis le début, en fait, j'ai un problème avec ce truc-là, de dire qu'en fait, on peut toucher la force avec un virus, une molécule, enfin, j'en sais rien. Ça me paraît tellement bizarre, en fait. Ou alors c'est que les mecs se trompent complètement, en fait, et c'est un virus juste qui attaque le système des personnes, quoi. Le système organique des personnes, ouais, mais en fait, c'est hyper bizarre, quoi, ce truc-là. Je sais pas. Ouais, c'est vrai que c'est, en tout cas, bizarre, je sais pas, mais c'est nouveau, dans le sens que. Ouais, c'est ça, voilà. Star Wars, on n'avait pas à ce point-là. Par contre, il y a quand même une explication au fait que plus tard, chronologiquement, on ne reviendra pas sur ce type de choses-là, dans le sens que ça a échoué. Justement, par exemple, Palpatine n'aurait pas pu utiliser quelque chose de ce genre-là, parce que là, c'est ça tue tout le monde. Donc, la moindre plante, même, là, en théorie, ou les animaux, etc. Mais ouais, c'est vrai que c'est relativement nouveau, cette façon-là de l'aborder comme quelque chose d'accessible via une technologie ou via une. Ouais, ou ciblé avec un agent pathogène ou un truc comme ça. Enfin, c'est bizarre, ouais. Ouais, c'est nouveau. Ouais. Pour moi, du moment que les médicloriens gèrent le taux de force. Ouais, dès l'instant que tu peux analyser effectivement le taux de force entre guillemets de quelqu'un. Sans les médicloriens, effectivement, ça aurait été un peu bizarre. Finalement, Boulan n'a juste pas mis la bonne gradation. C'est ça. Il fallait qu'il réduise un peu l'amplitude. En midi-chlorien, ouais. Et je ne sais pas si vous lisez les comics X-Men, mais si Loïc écoute cette émission, je pense qu'il aurait pensé exactement à ça. Il y a un comics X-Men écrit par Joss Whedon dans les débuts des années 2000, où justement, tu avais une espèce de virus qui annulait le gène X, le gène mutant. Tu l'as lu, ce comics-là aussi, qui est excellent, et moi, ça fait grandement penser à ça, retirer le pouvoir aux forces sensitives, c'était exactement ça. Et justement, le tome du comic s'appelle Children of the Force, je crois, et le tome de X-Men s'appelle Children of the Atom, c'est un petit peu le titre des origines X-Men. Il y avait quelques liens à les X-Men, j'ai beaucoup aimé. Sinon, on l'a mentionné très vite, puis c'est ça en partie non spoil, je voulais pas trop aller loin, mais le personnage de la petite fille, fille muette protégée par Skier, qui en passant a un design ultra inspiré d'une chasseuse de primes qu'on a plus tard en termes chronologiques, là, à l'époque trilogie originale, là, mais qui est tout en mauve avec des bandages aussi, puis tout ça. Là, bon, sur l'image que je mettais à l'écran, ça paraît moins, là, comme encapuchonné un peu. Puis, Deathstick, oui, Deathstick, effectivement. Bon, mais tout ça pour dire que là, évidemment, c'était limité comme capté. Je veux dire, c'est un audiodrama, c'est un personnage muet. Donc, bon, elle est essentiellement là comme point émotionnel pour Skier, qui là était devenu un peu son garde du corps. Mais elle est là au début, toute la partie, évidemment, qu'on revit le comics. Puis là, après, elle disparaît de l'histoire. Une petite mention à la fin, là, à cause de l'Institut, là, justement, là, de recherche, là, où est-ce qu'elle est présente. Mais c'est un personnage qui est là pendant, c'est ça, mettons, les 2 premières heures sur 6, puis qui après ça disparaît. Ouais, c'est un des objectifs de Boulan, qui, vu que c'est une force sensitive, il en a besoin pour ses expériences, c'est pour ça qu'il recherche cette gamine-là. Et c'est les Yacombes. Les Yacombes, dont fait partie cette fille-là, c'est un groupe religieux qu'on avait déjà vu sur Jeddah lors de la phase 2, si je dis pas de conneries.
Et ils portent tous donc ces toches violettes, et ils ont les bouches voilées, voilà, parce qu'ils ont fait vœu de silence. C'est pas qu'ils sont muets, c'est juste qu'ils ont plus fait vœu de silence. C'est pas vraiment maladif comme condition. Et en fait, ce que j'ai trouvé là, je trouve ça génial. Cavan Scott a créé donc ce fameux groupe des Yacombes dans le dorama Doku Jedi Lost déjà. Il y avait cette faction-là. Donc il a repris de là, quoi. Et qu'il a réutilisé dans la phase 2 grandement, quoi, parce qu'on en voit énormément dans la phase 2. Enfin, énormément. Ils ont des petits rôles, mais effectivement, la Yacomb Girl, quand on la voit dans les comics, c'est un des cliffhangers de Cavan Scott à la fin d'un tome, et à la fin du tome 1 d'ailleurs. Et tu te demandes pourquoi, en fait. Qui c'est, c'est censé être une révélation, mais au final, pas vraiment, en fait. Donc c'était un petit peu décevant aussi. Sinon, comme révélation ou retournement de situation, comment vous avez trouvé le retournement de Boulan à la fin, là, où est-ce que... Bon, on pense qu'il est presque devenu du côté, il a presque été retourné vers la République, là, grâce à ce qu'il Moi, je l'ai compris comme ça. Pardon, vas-y. Non, ben, je disais qu'effectivement, on est même trompé, là, dans le sens qu'au final, c'est pas ça. C'est qu'il utilise les ressources de la République là, à son propre agenda là, de fanatiques religieux. Là, et de la République, et aussi de Markion, parce qu'il fait mention du fait qu'il a suivi Moser à l'époque et Markion maintenant, mais techniquement, lui, il se sert de leur pouvoir, de leur influence, pour utiliser ses facilités, pour pouvoir faire ses recherches à lui. Mais techniquement, lui, il croit plus, il croit vraiment en son au moto premier de ce pass-là, mais il sait qu'eux l'utilisent à leur propre fin. Mais lui, il a vraiment le côté pur de ce moto-là. C'est un fanatique dans le vrai sens du terme. Enfin, là, pour le coup, il est à fond. Ouais. Et c'est vrai que ça fait des échanges intéressants entre les personnages qui avaient été là à l'époque de la bataille là, sur... donc, je pense entre autres à Key. Parce que lui, il a vécu la Night of Sorrow, comme ils en parlent tous les deux. Ouais, je me souviens plus, ça va être... c'est traduit comment, là, la nuit... Ah oui, pardon, excusez-moi. La nuit de la peine. J'ai pas la traduction malheureusement, mais événement quand même assez marquant, mais comme c'est dans la phase 2, je pense que beaucoup de gens ne l'auront même pas, n'auront pas trop connaissance, là, mais fait que Boulan était présent, puis T. Sarek était présent aussi. Mais j'ai bien aimé, j'ai trouvé une logique aussi à ce retournement-là, parce qu'effectivement, je trouvais que son retournement pro-République là, était un peu facile quand même, là, fait que le fait qu'au final, non, il manipule tout le monde. Bon, ça fait du sens. Même s'il peut avoir eu quand même du respect pour Skier, parce qu'il a vraiment été impressionné. Oui, t'as cette amitié qui se crée, tu te dis, ça a l'air sincère, c'est un moment. Parce que Skier lui sauve la vie, lui sauve la vie en échange. Et tu te dis, il le guérit de son... Il soigne. C'est une nouveauté, le passé de Boulan, où on savait que son père était mort en mission pour trouver des nameless, etc. Ou c'est parce que j'ai plus souvenir de ça, en fait, c'est nouveau, là, on l'apprend, en fait, le lien avec la phase 2, c'est dans cet audiodrama. Je me rappelle plus de la mention du père de Boulan, alors peut-être dans une phrase d'un bouquin obscur de la phase 2, mais je sais plus, là, franchement. Là, il y a un rappel, en tout cas, là, c'est clairement dit, là. Qu'il utilise les toches de son père, là, qui a été tué par les Jedi pendant la Night of Sorrow. Donc, d'où sa haine pour les Jedi. Donc, effectivement, il faudrait relire la phase 2 pour voir. Sinon, écoutez, des derniers commentaires? Alors, j'ai juste... Est-ce que vous n'avez pas eu les larmes aux yeux? Les 2 fois où j'ai lu le truc, larmes aux yeux, quand Queen se fait planter par Ro, Lorna qui arrive et qui sort un non, 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 non. Ouais, j'ai frisson. J'ai chill rien que d'y penser, quoi. Et les oreilles qui saignent, Francis aussi, parce que là, ça crie fort, là. C'est intense, un petit passage. Et non, il y a eu aussi quelques récanons que j'adore, là, tu sais, les recanonisations du Legends. Weskiro, là, la planète où il y a la fameuse danse, c'est une organisation d'une planète légende apparue dans un jeu vidéo, la Star Wars Rebellion, RTS-PC. Ouais, d'accord. C'est ultra obscur et elle a été reprise dans le MMO The Old Republic. Mais voilà, donc je pense que Cavan Scott a dû jouer à ces jeux à l'époque. Voilà, donc ça, c'est cool. Il y a les races de Queen et Muglan. Elles sont intéressantes. Queen, c'est une bival. Donc, les bivals, c'est la race alien qui était dans la série The Clone Wars, là, avec une espèce de crête là, très élancée, un petit peu avienne, mais sans bec, tu vois, quand même une bouche, mais une espèce de crête. J'ai pas pris d'image, c'est dommage. Mais ça, c'était une race aussi qui était recanon du Legends. Leur planète, c'est Proto Branch, justement, là où il y a le labo de la fameuse. Voilà.
Donc ça, c'est pareil, c'est une recanon, voilà, donc c'est cool que Cavan Scott a déjà utilisé tout ça, les Bival, le Protobranche, tout ça, c'est déjà utilisé par Cavan Scott dans Doku Jedi Lost déjà, quoi. Donc tu te dis, putain, il y a énormément de détails de Doku Jedi Lost qui reviennent ici, quoi, en plus des doubleurs et tout, quoi. Et il y a, voilà, Muglan, c'est une Gluvan, et les Gluvan, c'est une race qui est apparue dans le comics jeunesse par Cavan Scott, encore une fois, c'est le Cavan Scott Universe, le comics Star Wars Adventure qu'il faisait. Et qu'il a repris, je ne sais pas si tu te rappelles, enfin, que vous vous rappelez dans la phase 2, les 2 gardes du corps de la cantina de l'Illumination, je crois, la cantina de Jeddah. Il y a 2 grandes gardes du corps qui sont de la race de Muglan, donc les Glovan, qui reprend cette race-là, quoi. Et Tessirek, ouais, alors Tessirek, pareil, non, mais c'est juste la mention que c'était un personnage important de la phase 2, mais on l'a déjà dit. Ah oui, il a toujours en sa possession la main de Cyberus, l'artefact Sith. Ouais, on n'a pas trop parlé, mais bon, effectivement, il y a les Jedi qui veulent comment dire, quand ils vont sur Coruscant, ils veulent le confisquer. Ouais, lui, non, il n'y en a pas question. Mais il y a lui et Scout, son droïde, qui sont très présents dans le bouquin, mais tu as vu dans le résumé, on les mentionne pas des masses parce qu'ils sont là, mais ils sont là pour être là, quoi. C'est un peu le rôle, un petit rôle à R2D2, C3PO. Hein, si tu fais un résumé de la trilogie originale, c'est vrai, comment dire, tu vas aborder Anne, Leia, puis et compagnie, et Luke. C'est pas sûr que tu vas parler tant de C3PO et R2D2, mais au final, ça commence avec eux. ça finit avec eux. Du début à la fin. Donc, ouais. En tout cas, hâte de lire la suite en comics là, qui commence en février. J'espère que ça reprendra. Ça commence en février, là? Ouais, le 19 février, le premier numéro alors ça s'appelle Fear of the Jedi, mais techniquement, ça va être le tome 3 de la série, la phase 3, quoi. Voilà. Excellent. Ben, messieurs, très bonne émission. Moi, j'étais curieux d'avoir vos avis parce que, effectivement, c'est ça, je me disais, OK, ouais, c'est peut-être. J'avais préféré Tempest Runner, bien franchement, là. Peut-être tout le côté plus posé, le passé de Lorna, le bout en prison, etc. C'était plus tragique, hein, le côté passé, tout ce qui lui arrive dans le sa famille. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, moi, c'est Tempest Runner qui m'avait fait aimer le personnage vraiment. Bon, cette fois-ci, moi, j'ai vu vraiment un peu comme une conclusion, comme je disais tantôt, mais écoute, si on verra si elle est encore présente, mais je veux dire, là, elle est rendue chasseuse de primes, elle lance sa guilde de chasseurs de primes. Fait que j'ai du mal à voir qu'est-ce qu'elle apporterait encore là, dans la série de comics, mais écoute, on verra. On verra. Donc, voilà, c'est sûr, c'est quand même une très bonne critique qu'on va conclure. Comme toujours, on vous demande de nous donner un petit coup de pouce, les pouces, les partages et compagnie sur YouTube. Venez aussi donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous avez aimé l'audiodrama? Est-ce que vous aimez ce format-là d'audiodrama? Est-ce que vous voulez absolument que Pocket le traduise en version physique, là, comme ça a été le cas? Et voilà, et venez en discuter sur notre Discord, hein, comme je vous disais, non seulement les discussions, mais même, c'est ça, moi j'aime beaucoup le fil de la galerie des artistes, là, où est-ce qu'on découvre des petites pépites comme ça, là, que je trouve très, très cool. Voilà, Jean, si je te demandais, on a quoi qui s'en vient pour les auditeurs? Qui s'en vient. Alors, il faut savoir que cette émission-là que vous écoutez en ce moment même, c'est le 999e épisode de Star Wars en direct. Et donc, après, on aura donc notre fameuse 1000e épisode. Donc, le prochain épisode, ce sera le 1000e épisode de Star Wars en direct. C'est magnifique, c'est magnifique. Et donc là, tu montres en miniature. Donc, ça sera une foire aux questions, si j'ai bien compris, avec donc notre leader suprême, Danny Pépin, ainsi que Sébastien Minot, qui vont répondre à vos questions, à nos questions, à toutes les questions. Oui, en direct, hein, si je me souviens bien. En direct, voilà, pour souligner le Star Wars en direct. Donc, excellent, 1000e épisode, le prochain. Et juste après, le 1001e épisode, si entre-temps, il n'y a pas d'autres trucs, on verra. Ça sera là. Alors, ça sera particulier, ça sera une critique de notre audiodrama, mais notre drama amateur, entre guillemets, parce que ça a été fait par notre leader suprême, Danny Pépin, qui a fait à l'époque du Legends, bien avant le rachat par Disney, son propre audiodrama. Donc on en parlera et on a tellement hâte. Il sera avec nous ainsi que Sébastien Minot, je crois, il sera là aussi, je pense. Pour critiquer alors on critiquera ce audiodrama comme on critique toutes nos œuvres littérature, hein, je pense. Mais ça va être intéressant de mais avec la présence de l'auteur. Du créateur, voilà, du créateur. Et alors il est parti là, mais un gros big up à c'est dommage, je voulais le féliciter, enfin me remercier. Ouais, il y a peut-être eu un problème technique, on a perdu Philippe.
Philippe, voilà, qui s'est levé quand même à 4h du mat, à le décalage horaire, pour être avec nous ce soir, enfin cette nuit du coup en France. Donc merci à lui. Vraiment, c'est très cool d'avoir fait l'effort en tout cas. Ouais, exactement. Ben, je vais voir si il revient de justesse là, pour dire bye-bye à la fin. Écoute, il faudrait que ce soit dans l'immédiat. 3, 2, 1. Ouais, non, je pense qu'on va dire merci à Philippe, de notre consultant externe, d'avoir participé. C'était cool de l'avoir, surtout qu'il avait été présent pour l'autre, le roman Young Adult précédent, Les larmes des sans-noms. Donc, merci Jean. Écoute, très bonne émission comme toujours. Fait que de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous. Bye!